Bien bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes des nouveaux, que vous avez déposé vos oreilles pour la première fois ici, alors je vous souhaite la bienvenue. C'est une émission culturelle. À chaque semaine, je reçois des artistes de différents milieux, soit musical, cinéma, littérature, humour, et j'en passe. Et on parle de leur démarche, de leur projet. Et finalement, à la toute fin, ils nous font une petite prescription, des suggestions culturelles qui sont bien personnelles. Moi, c'est ça que j'aime. J'adore quand on me donne, comme on m'a dit à la volée, comme ça, hey, tu dois absolument voir ce film-là, j'ai pensé à toi. Ben évidemment, je vais aller l'écouter. Petite annonce, tout d'abord, c'est depuis vendredi, avec le Quatuor Molinari, on a sorti un nouvel album qui est consacré à Luciano Berio, une intégrale des Quatuors à cordes sous l'étiquette Atma classique. Sur le disque, vous allez retrouver 5 œuvres qu'il a fait pour Quatuor à cordes. Ça totalise environ 1 heure. Par moment, c'est abstrait. Par moment, c'est plus mélodique. Moi, je dirais que si vous vous lancez dans l'écoute de ça, commencez avec la piste 4, Nocturno, Quatuor numéro 3, 1993, qui est une œuvre, selon moi, la plus accomplie, la moins abstraite, la plus suggestive et expressive. Alors, c'est de la belle musique, rarement jouée, rarement enregistrée. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas mal tough. Alors, voilà. Maintenant, mon invité de la semaine, un chic type qui vient de mon patelin, c'est-à-dire Joliette, le seul et unique François Blouin. François Blouin raconte des histoires à l'aide d'une pléthore de médiums. Que ce soit comme réalisateur, metteur en scène, au théâtre, cirque, musique ou par la réalité virtuelle, François explore toujours de nouvelles façons de transporter les publics dans de nouveaux mondes. Dans les derniers mois, il collabore avec le Centre Phi pour concevoir des expériences immersives et avec Luc Langevin pour une expérience VR. En 2022, François a mis en scène, écrit et interprété, comme acteur et clown, son premier solo sur scène intitulé « En attendant Oedipe » au théâtre La Chapelle, scène contemporaine. Il a mis en scène le spectacle des louanges, février 2023, nominé meilleur spectacle 2023 à la Disque, et le spectacle multimédia de Joran au théâtre Outremont en avril 2022. Il a également adapté et réalisé pour la télévision la pièce de théâtre Les Hardings à Télé-Québec, ainsi que Danse en 3 temps, un tritype composé de Guillaume Côté, Robert Bendance et Louise Lecavalier. Au cours des dernières années, il a signé la réalisation de scènes dans les très prisés jeux vidéo Far Cry 3 et Far Cry 4 chez Ubisoft Montréal. Il a réalisé la web-série Les Béliers diffusée à tout.tv. Il a collaboré avec Moment Factory sur divers projets, dont l'un à l'aéroport de Los Angeles, et il travaille fréquemment avec Félix et Paul Studio pour la conception et la réalisation d'expériences en cinématique VR 3D pour le Cirque du Soleil. François Blouin a appris son métier à travers le monde du vidéoclip et de la publicité, avec Sidley, Bleu, Blanc, Rouge, Cossette, LG2, depuis plus d'une 20aine d'années. Il pratique aussi depuis une 10aine d'années le clown. Voici ma conversation avec François Blouin. Excellent. C'est ton premier podcast? Je pense que oui. Écoute, à moins que ça me revient pendant le podcast, je te dirais, mais je pense que c'est mon premier podcast. Officiellement. J'en écoute beaucoup, fait que je trouve ça drôle. C'est drôle d'être là. Oui. Puis les voir du monde vont l'écouter, ils vont t'écrire, ils vont dire « Hey, c'était super, j'ai appris ça sur toi. » Ah oui, puis aussi, il y a plein de gens qui vont apprendre à te connaître. On va y aller tout de suite sur
sur une ligne importante. Toi puis moi, on est les frères Jolietins. On vient de Joliette. ce qui est pas... Puis juste avant qu'on rentre ici, on était au coin de Saint-Denis, Maisonneuve, on disait « Ah ouais, le Second Cup, oui, j'y allais là quand j'étais... » On se rappelait des espèces de souvenirs, puis après, ça me ramène même à réfléchir à Joliette. Tu sais, toi puis moi, on a connu un Joliette semblable. Ouais. Dans des mêmes années. T'es un peu plus vieux que moi, je pense. J'ai 49. T'as 49? Je viens d'avoir 49. OK, moi j'ai 44. Donc Okay. on a cette petite différence-là. Mais on a quand même connu des lieux mythiques qui n'existent plus, tu sais. Ouais. Puis ça me fait... Tu sais, puis si je nomme vite... le livre et la tortue. Ben oui, je suis très attaché à cet endroit. Ma mère travaillait là. Je sais, elle travaillait là. Oui. Je pense d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné l'idée d'acheter le kit de Donjons et Dragons qui vendait ça se peut. Je suis désolé. Et multiples livres. Je m'excuse déjà, c'est un peu de ma faute. Non, c'est ça. Et l'encan du disque. Oui, l'encan du disque. Pour moi, évidemment, il y a des lieux comme le cafouillage, l'interlude, l'artichaut, le BE, le palace. Ça s'adressait pas à moi, ça, cet endroit-là, mais ça faisait partie de l'espèce de décor dans lequel on vivait. Toi, t'habitais en plus très proche du centre-ville. T'étais au centre-ville? Oui, j'étais en plein centre-ville. Moi, j'étais sur Saint-Viateur, fait que j'étais proche de la librairie Martin. Ah oui, et qui est un autre endroit qui est disparu. Qui n'existe plus non plus. Qui était un de mes coins préférés aussi. Ben oui. Pour les méchantes belles sélections de musique classique qu'il y avait là. En effet, oui. Distribué à le voir, en plus. Puis il y avait des livres dont vous êtes les héros. C'est surtout ça moi, qui m'intéressait quand j'étais plus jeune. Ben, tu t'as nommé tous des lieux qui sont super importants dans ma psyché. Là. Les premiers lieux qu'on découvre quand on est jeune, ça fait partie de notre univers. Le cinéma Joliette. Ben, le cinéma Joliette, super important. Ça, c'est grave à quel point... Des fois, j'y repense encore. Moi, j'ai vu le dernier film de l'histoire du cinéma Joliette. OK. Qui était Nigo de Professeur 2 ou 3. OK. Avec Eddie Murphy. Avec un de mes amis, on était vraiment obsédés avec le cinéma Joliette. Puis, tu sais, à un certain moment, le cinéma Joliette, c'était devenu que c'était le cinéma à 2 piastres, là. C'était comme... Il a switché comme ça. Puis, quand il a annoncé la fermeture, moi et mon ami, on a dit, faut qu'on soit les derniers à sortir de la salle avant qu'ils mettent la clé. Puis on a été les derniers. Quelle salle? 1, 2, 3? 3, la petite salle la petite salle 3 la salle 3 et 2 dans laquelle il y avait une allée au milieu. Oui. Okay. Ouais, comme au cinéma Beaubien à Montréal, en fait. Quand je vais au Beaubien, c'est un peu comme si c'était au cinéma Joliette. Ouais, exact. Ouais. C'est drôle que tu dis ça. Moi, j'ai vu Top Gun au cinéma Joliette. Avec ma première histoire d'amour, dois-je dire. Pour vrai? Oui. OK. C'était ton premier film au cinéma Joliette? Non. Écoute, j'ai vu des films au cinéma Joliette. Mes parents m'ont sorti de la projection de E.T. parce que j'avais trop peur. Je devais avoir 6 ans. Arrête, stop. Même chose. Pour vrai, avec la forêt au début, là, avec les lampes de poche. Je suis sorti du film, mon père, je disais, il est parti, il est plus là. Ouais. Il est parti. Ça m'avait terrifié. Cinéma Joliette, mon père, il m'en parle encore. Mais toi, tu t'es rendu à la fin du film? Ouais. Non, mais moi, je te parle, ils m'ont sorti après 4 minutes, là, quand E.T. arrive au début, puis qu'il y a des lampes de poche, puis qu'il y a des policiers, là, puis là, ça marchait pas, puis on l'entend crier. Mes parents m'ont sorti du cinéma parce que j'en pouvais plus, puis j'ai revu E.T., qui à ce jour est encore pour moi un chef-d'œuvre clairement. Mais ouais, j'ai vu Top Gun avec ma première histoire en 4e année. Écoute, on a mangé du popcorn dans le même sac à popcorn. Ça a été notre moment romantique, ouais. Mais moi, le centre-ville de Joliette, je l'aimais. Je l'aimais beaucoup. Je dis je l'aimais parce qu'il est vraiment c'est plus mon centre-ville. Là. Non, c'était pas ça a changé, c'est sûr. Autant, plein de petits restaurants qui étaient là que j'aimais, puis tu sais, chez Simon, man, je me suis encore chez Simon. Il y avait... le Flamme. Hey, le Flamme. L'autre fois, j'ai tapé pour essayer de retrouver des photos de cet endroit-là. Ouais. Pas réussi. Ça n'existe pas. C'était effacé. Il y avait une affiche orange et brune, comme allongée sur le devant. Ouais, je me rappelle le Flamme. Mais tu t'as parlé tout à l'heure de l'interlude. Là. Pour moi, ça, c'est fondamental comme lieu, qui est devenu l'Albion. Oui, qui est pas à négliger non plus, parce qu'ils font de la bonne job. C'est encore cool. C'était encore cool, mais c'était une autre affaire, l'interlude. Moi, c'est sûr que j'ai connu l'interlude. C'est mes premières bières à un âge... quand t'étais pas supposé. Ouais, j'imagine. Je me rappelle pas, mais il me semble que j'étais allé là assez jeune. Secondaire 4, moi. Ouais, ça doit ressembler à ça. C'était boisé, puis c'est là qu'on avait nos premières discussions politiques, artistiques, philosophiques. C'était fun. C'était trippant. Puis moi, écoute, je veux te dire, j'ai pris connaissance de ton existence quand j'étais, je pense, secondaire 1 ou 2. Je pense secondaire 2. Voilà, je me rappelle 2. Parce que moi, j'allais à Thérèse-Martin. Toi, t'étais allé à l'Académie. Ouais. Donc, t'étais proche. Puis, un jour, Jean-Marc Pilon m'avait demandé, qui était à l'Académie pour les comédies musicales, il manquait de violon. Ouais. Donc, il m'avait demandé, il m'avait comme recruté pour faire West Side Story. Mais juste avant, l'été avant, il y avait un gros show à l'amphithéâtre où c'était comme une espèce de melting pot d'un paquet de tunes, dont Les Misérables. Ouais. Il m'avait demandé de me joindre à l'ensemble qui était là. Et là, je t'ai vu là.
T'étais présent. T'étais juste là parce que t'es un ami de Marc Beaupré. Oui, c'est ça, j'étais avec Marc à ce moment-là. C'est ça. Je l'ai accompagné peut-être. C'est ça, t'étais juste là comme tu l'accompagnais. Puis on avait rapidement jasé. Puis là, j'avais réalisé que je suis obligé de parler. Excuse-moi, je suis obligé de parler de ton père, ça te gosse-tu? Ben non, pas du tout. Non, tout à fait. Écoute, j'ai réglé mon Oedipe depuis longtemps. J'adore mon père. Ok, parfait. Excellent. Oui, j'ai plein de respect pour. Ben oui, puis ton père, c'est comme un personnage aussi mythique pour moi de Joliette parce que c'était le monsieur qui enseignait le cinéma au Cégep de Joliette, mais qui était comme quelqu'un super cool avec qui il parlait avec tous les jeunes. Il était ami avec tout le monde. Il était toujours au Vanout. On pouvait aller s'installer, aller discuter avec lui. C'est encore vrai, d'ailleurs. C'est encore vrai? Il est encore là? Il est souvent là l'après-midi, ouais. L'après-midi, il parle avec les gens de littérature, cinéma, évidemment. Et puis parce qu'il animait l'espèce de cinéma répertoire tous les lundis soirs que j'avais ma carte membre, puis je manquais pas ça pour après aller prendre une bière justement au cafouillage, tout ça. Et c'est par Marc, je pense, je t'avais rencontré, il m'a présenté, puis là t'avais fait la blague de dire, mon père, c'est Claude Blouin. Ah ouais. Puis je fais, je dis, ok, là, c'est plus ça, c'est drôle. Ouais, t'as dit, peut-être pour ça que tu m'as déjà vu me promener avec lui. Puis là, ok, puis là, j'avais fait le lien, puis et après ça, on s'est croisés sur des projets ici et là, des amis. Je t'ai perdu de vue pendant longtemps, puis après, j'ai repris contact avec toi sur Avenue du Parc. Ouais, parce que t'étais au Vidéotron. Au Vidéotron, ouais. Donc le vidéo, puis on se croisait toujours là, puis là, je ressortais finalement, parce que c'était le deal à 7 piastres par mois, ou 10 piastres par mois, puis tu fais prendre autant de films que tu veux dans les vieux films. Puis là, t'étais là, puis là, je ressortais avec 4 films. Toujours 4 films de plus, 4 films de plus que tu m'avais comme fait louer. Ouais, exactement. Mais allons-y. Donc là, j'ai dépeint un peu le personnage Jolietin que nous sommes, les deux, mais d'une façon différente. Mais bon, comme l'art, évidemment, a été extrêmement présent dans ta maison. Ouais. Avec ton père. Ouais. Avec ta mère aussi. Ouais. Qui, tu sais, comme tu disais, qui travaillait justement. Qui étudie en art au cégep, en fait. Qui a fait un cégep en art, en fait. Ouais. OK. Ouais, elle a fait des cours d'art, de sculpture, de peinture. T'es-tu enfant unique? Oui. OK. Oui. Est-ce que c'était pas, je veux pas dire obligatoire, mais ça devait être un peu naturel dans la maison de tremper dedans. T'as pas combattu ça, tu t'es laissé aller. Oui, ben écoute, tu sais, c'est sûr que je suis né dans une maison où il y avait des livres, là. Chez nous, il y avait des livres. Il y en a encore beaucoup. Donc, c'était le cinéma. Donc, on avait une TV, on regardait des films, on allait au cinéma, puis on lisait. Beaucoup. Okay. Fait que déjà, en partant, là, j'ai 4-5 ans, j'ai des livres pour enfants, il y a des livres dans la maison, je vois des peintures, mon père me montre des livres d'art, des livres de sculpture, on va au musée, fait que je baigne déjà dans une atmosphère nourrie, je te dirais, surtout par la littérature puis le cinéma, mais par les arts en général. Mm-hmm. Puis non, j'ai pas résisté à ça. Ça a pris du temps avant que je me dise que j'étais pour faire de l'art, ou en tout cas, je dis de l'art. De l'art, c'est un mot comment dire, un peu opaque pour moi, ou en tout cas, oui, absolument. De l'art, je sais pas, mais en tout cas, ça a pris un bout de temps avant que je me dise, je pense que je pourrais aller dans la créativité. Aller dans la création, ouais. Créativité, c'est un autre mot qui me... Ouais, c'est qui est un peu la créativité, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais aller dans la création. Aller dans la création, c'est-à-dire chercher. Puis là, à partir, je pense que de secondaire 3 ou 4, je pensais devenir dentiste au départ, parce que mon oncle était dentiste. Okay. Je trouvais mon oncle est cool. Je me suis dit, les dentistes sont cool. Le dentiste que j'avais eu depuis que j'étais jeune était super cool. Je trouvais fin. C'était qui ton oncle? Le gris. Mon oncle, c'est un Trudeau. Okay, il était pas en face de l'intérieur de l'espèce non, c'était à l'Assomption. À l'Assomption, OK. Fait que, puis là, je me dis, c'est cool, un dentiste, ça gagne de l'argent, c'est cool. Puis, je pourrais peut-être aller travailler au bureau de mon oncle, tu sais, Taux de suicide le plus élevé chez les professionnels au Québec. Oui, en aussi, fait, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas si c'est pas négligeable, j'ai su ça après, je me suis peut-être, voilà. Fait que, puis à un moment donné, mon oncle m'a dit, non, tu feras pas dentiste parce que tu vas pas travailler dans 2 pouces carrés toute ta vie, c'est-à-dire la grosseur d'une bouche, puis il me semble que tu pourrais faire d'autres choses, tu sais. Fait que j'étais comme, j'étais un peu mal barré. Je me suis mis à ce moment-là à faire de la musique. J'ai étudié, j'étudiais le saxophone à Joliette, avec Michel Etier. Au départ, c'était avec un dénommé Robert quelque chose, qui était, lui, il venait de Montréal. Il avait un nœud papillon, puis des lunettes à cornes, puis il est arrivé, c'est le premier que j'ai entendu jouer du saxophone dans un petit local de répète au cégep.
Fait que le nœud papillon t'as eu, t'as fait... Puis là, j'ai fait, wow, c'est malade, c'était écœurant, jouer du saxophone avec un nœud papillon. Fait que là, je commençais à faire de l'alto. Fait que j'ai fait de l'alto pendant 2 ans et demi. Après ça, je suis rentré au cégep en art et musique en plus. Donc, j'ai étudié au cégep en jazz. Ouais. T'as-tu encore l'instrument à la maison? Oui, j'ai mon alto encore. Tu sors-tu des fois? Très rarement, ouais. Je l'ai fait orniper il y a peut-être 10 ans, là, juste pour le faire réajuster. Ouais. Mais je m'ennuie de faire de la musique, pour vrai. Je vous sens. Fait que j'ai commencé à faire de la musique milieu du secondaire, puis là, tranquillement, il y avait le théâtre qui m'intéressait, mais en même temps, je me disais, mais peut-être je vais aller en sciences. Fait que j'ai fait un cours de bio en 4. OK, le fameux cours de bio. Puis tu sais, c'était malade, là, ce cours-là, sur la génétique, puis sur, l'organisme humain, la digestion, le ci, le ça, le cerveau. Je trouvais ça écœurant. Déjà, j'avais aimé bio de 3. Puis je me disais, je vais faire bio de 4, comme ça, si jamais je vais aller en sciences, ça sera possible. Ça sera fait. Mais ce qui a fait que j'ai pas fait le cours de théâtre en 4. Puis 4, c'était Cyrano qui était monté là. C'est Marc d'ailleurs qui faisait Cyrano. Ouais. Fait que c'était super cool. Finalement, j'ai quand même participé au spectacle. J'étais comme, fuck, c'est le fun de faire du théâtre. Puis la bio, c'est le fun. Mais le c'est quoi t'as fait dans le spectacle? Tu faisais, je faisais un mousquetaire. Là. OK. Puis après ça, ben là, en 5, il y a eu Les Misérables. Ouais. Fait que là, tranquillement, je me disais, finalement, je vais peut-être aller en cinéma. Là, tranquillement, je pensais au cinéma, à la réalisation, au jeu aussi, beaucoup. Puis, fait qu'il y a eu toute une histoire pour que je rentre dans le projet des Misérables. En fait, c'est des détails, mais finalement, j'ai été pris pour faire Javert, l'inspecteur de police. Puis là, j'ai trippé comme un malade. Ça a vraiment été une super expérience de vie. Puis c'est drôle parce qu'il y a toute une histoire. L'année passée, l'Académie ont célébré leurs 30 ans de comédie musicale. Fait qu'ils ils ont rappelé une couple d'anciens. Pour aller voir. Pour aller jouer, en fait, il fallait faire une toune. Puis là, ils m'ont demandé de chanter une toune que je chantais pas en secondaire 5 parce que cette toune-là m'avait été enlevée. Ouais, d'ailleurs, parce que il était question que je la chante, mais finalement, j'arrivais pas à la chanter. C'était une toune assez dure, la toune de Javert, là, Sous les étoiles. Les milles, c'est l'enfer. C'est super tough. Mais il y a du monde qui arrivait, là, tu sais, je me rappelle, il y a vraiment du monde qui arrivait, mais moi, il trouvait que là, ça marchait pas pour moi, fait que j'avais été bien déçu et bien choqué de ça. C'est probablement ma première crise de comédien à vie. Et donc, l'année passée, Maryse Drainville, qui est la prof maintenant de théâtre, m'a appelé, m'a dit « Hey, ça tenterait pas de venir chanter ta toune? T'aurais une chance de le faire. » Fait que je pouvais comme pas dire non à l'opportunité d'aller chanter la toune de Javert. Chose qui fut fait. À la salle maintenant l'ancienne salle Roland Brunel, qui maintenant s'appelle la salle culturelle des Jardins. Ouais. Et oui, fait que j'ai rechanté ma toune. Ça s'est bien passé? Très, très bien. Oui, ça a été un gros trip. Stressé? Ouais, j'étais stressé à mort. Ça devait être l'enfer. Je pense que j'étais plus stressé pour ça que pour mon show solo. Mais ça a comme été... c'est cool, il y avait Valérie Deschenaux qui était là aussi, qui faisait Cosette quand on était plus jeune. Qui est comédienne. Oui, complètement. Fait que, en tout cas, ça a été une super rencontre. Puis j'ai revu Luc Richard, qui encore à ce jour nous a fait un super cadeau comme prof de monter Les Misérables. C'est quand même fou. C'est fou. Il n'était pas un prof de théâtre à ce moment-là. Mais ces projets-là de l'Académie Antoine Marceau, moi j'ai pas été là, mais après, comme je dis, j'ai fait West Side, j'ai fait Carmen, puis après j'ai fait Les Songes d'une nuit d'été avec la musique de Purcell, mais chanté en français. Une idée complètement weird, mais toutes ces shows-là étaient tellement bons. Ouais. C'était bon, c'était sold out. Ouais. C'était tout le temps, toute la ville y allait, puis il y avait du monde d'extérieur. Venez voir ça, c'était tellement une époque, tu sais, la salle Roland Brunel pleine à craquer, puis les gens sont dedans, là, c'était le fun. Là. Puis la chose qu'il faut dire, c'est que c'était un truc parascolaire, en fait, à l'époque. C'était pas, pas un cours, c'était vraiment... il y avait un cours de théâtre, mais... Dans le cas des Misérables, c'était monté en parallèle, si je me trompe pas. Là, moi, non, c'est ça, c'était pas un cours. C'était professionnel. Puis puis c'était gros, puis il y avait tout l'orchestre, il y avait du chant, il y avait des décors, tout le monde participait. Fait que ça donnait une occasion à plein de monde de tester la scène puis d'apprendre. Vraiment? Le track, puis surtout le trip d'être sur une scène puis de jouer un personnage, tu sais. Ah non, c'était un trip de gang incroyable. Là. Moi, c'est une de mes plus belles expériences à vie. Après party. Ah oui, ben évidemment. C'était légendaire. Parmi les meilleurs, c'était fou, Red. Mais, donc, toutes ces années-là, t'as vraiment eu plusieurs perches se sont pointées vers toi, puis tu te dis, bon, je vais essayer ça, un peu ça, pour finalement aller au cégep faire ce programme-là, puis t'as dit, le cinéma est arrivé après. Ouais, ben, le cinéma, c'est comme fin... Ouais, ben en fait, au cégep, déjà, je fais les 4 cours de cinéma. Qu'il y a dans mon programme d'art général. Je fais de la peinture, de la sculpture. Ton père t'enseigne? Mon père m'enseigne. Pas la première session, par chance. Là, au début, c'était comme... J'avais Sylvie Belland qui donnait le cours de cinéma. Puis qui est super. Fait que
Là, fait qu'au moins, j'ai pas mon père comme prof tout de suite. Puis après ça, j'ai 3 cours avec mon père. Puis je découvre un de mes meilleurs profs à vie. Tu sais, pas de farce, je veux dire. Il était cœur. Une maudite chance que c'est un bon prof. Puis j'ai été mal à l'aise, tu sais, de dire, oh, mon Dieu. J'en ai entendu parler, finalement, je le vois comme prof. Puis ça va pas. Non, c'est un super prof, là. Je veux dire, c'est devenu un mentor par le fait même au niveau de du rapport au cinéma, de ma passion du cinéma, ma façon d'analyser un film, de percevoir un film, de critiquer un film. Ouais, voilà. C'est vraiment, ça a été évidemment hyper inspirant. Puis c'est clairement pas mon père qui m'a, ceci dit, encouragé nécessairement dans le cinéma. Lui était plutôt, il disait, fais attention, c'est quand même pas un métier, c'est pas un métier sécure, c'est pas, tu sais, fait que là-dessus, il m'a quand même, il t'a donné quand même la vérité. Une liste des risques. Mais en même temps, il était un peu trop tard, là. Moi, j'avais le goût de faire ça. Puis c'est là que j'ai appliqué à l'université. Puis je suis allé à l'Université de Montréal en cinéma, en études cinématographiques. Ouais, c'est ça. Ouais. À l'époque, c'était pas la production. C'est ça, c'était plus études. Puis j'ai été refusé à Concordia. Fait que là, gros choc, je capote. Je me rappelle encore, je suis à la rue Manceau. Je marche. C'est le printemps, puis là, on est super content parce qu'on va faire le party, parce que c'est les parcs, il fait chaud, puis tout ça. Puis là, je reçois ma lettre de Concordia, puis c'est nous regrettons de vous annoncer que non seulement vous avez pas envoyé un bon portfolio, parce que j'avais pas envoyé de portfolio, j'ai mal compris, j'ai foiré mon affaire. Fait que là, je rentre pas à Concordia en cinéma, fait que là, je capote, je sens là, que c'est terminé. Alors que j'aurais donc l'envie de me téléporter puis de dire, regarde, le grand, c'est pas grave, tu vas faire autre chose ailleurs. Fait que ça m'a permis d'aller à l'Université de Montréal. J'ai fait 2 ans. Puis ça a été super trippant. C'est une autre super expérience. Ouais. Mais t'as fait 2 ans puis tu l'as pas complété? Ouais, j'ai fait 2 ans de cinéma parce que c'était juste un majeur à l'époque. Ah, ok. Puis après ça, j'ai fait un bac. J'ai complété mon majeur avec un mineur en philo puis anthropologie. Ouais. Fait que ça a été ma plus belle année d'études, franchement. Ah oui? Ouais, vraiment. Ouais, c'était une année folle. En cinéma, tu avais déjà des bonnes bases. Mais t'as appris des trucs. On bossait, tu sais, j'ai rencontré là encore d'autres mentors, d'autres grands profs comme Marcel Jean, par exemple, qui était un spécialiste du cinéma d'animation. Ouais. Avec qui j'ai trippé, là. Je veux dire, ses cours, c'était hallucinant. Puis on jasait de cinéma d'animation. Dans son cours d'animation, mais on jasait toutes sortes de cinématographie. Okay. Je pense qu'il m'a même donné cinéma africain, si je me trompe pas. Puis après ça, on avait des cours de cinéma grec avec Élie Castel, des cours de cinéma américain avec Yves Picard. En tout cas, c'était... Il y a Silvestre Mariano qui donnait le cours sur le cinéma italien après-guerre. Donc, plein de cours sur le cinéma, mais l'histoire. Puis aussi, ça me forçait à développer un esprit critique, là, parce que là, on analysait du film à la semaine. C'était vraiment le fun. Puis c'est du gros film aussi, là. C'est pas, on n'est pas dans le divertissement. Non, c'est ça. Puis un autre qui est resté un ami avec le temps, qui s'appelle Bernard Perron. Maintenant, il dirige le département de jeux vidéo, d'études de jeux vidéo. Lui, il donnait des cours sur la théorie du cinéma, sur la sémiologie, la sémiopragmatique, l'analyse psychanalytique du cinéma, mais souvent en prenant des films d'horreur. Fait que c'était écœurant. On analysait le cinéma avec des films d'horreur. Avec le film d'horreur, ça j'aime ça. C'était super intéressant. J'arrête pas de le dire justement à ce micro, souvent, fréquemment, quand les gens me demandent « qu'est-ce que t'écoutes ce temps-ci? » J'écoute beaucoup de films d'horreur. Je trouve que d'un point de vue nouvelles idées, ça se passe pas mal là-dedans. Ouais, vraiment. Oui. En tout cas, beaucoup, je trouve. C'est le dernier, peut-être pas, je dis le dernier, c'est un gros mot, mais mettons, il y a un endroit où Hollywood, où les budgets de films rencontrent des films avec une vision caustique, une vision aboutie, c'est vraiment le film d'horreur. Parce que c'est encore un cinéma qui, au niveau de la rentabilité, peut être très, très, très rentable par rapport à ce que ça a coûté. Oui, vraiment. Et on sait que le public, ils veulent voir quelque chose de nouveau, ils veulent que les cinéastes prennent des risques. Fait qu'il y en a qui sont pris, puis encore à ce jour, il y a des succès à chaque année. À chaque année, il y en a 3-4 là, que tu fais comme... Puis qui est souvent étrangement calculé, tu sais. Mettons, je me souviens, c'était quoi l'espèce de film d'horreur avec mes filles il y a quelques années? C'était février, on le sait, février, c'est comme l'espèce de mois où il se passe rien. Il avait sorti l'espèce... C'est pas un grand film d'horreur, vraiment pas. Mais amusant, c'était l'espèce de poupée Megan. Ok, oui, Megan, mes filles... C'est drôle, Bernard Perron m'en a parlé il y a pas longtemps. Il m'a fait promettre de le voir, je l'ai pas vu encore. Écoute, c'est quand même le fun. Puis mes filles, c'est surtout qu'ils étaient obsédés par la bande-annonce. Obsédés par la bande-annonce. À chaque fois qu'on est au cinéma, c'était là les posters. Il fait, faut qu'on aille. Bon, on y va. C'était plein. La salle était pleine. Un samedi après-midi, je me suis dit, voyons, plein d'ados, des gens, tout ça. Tout le monde voulait... Puis c'est là que je regardais le film, puis bon, tu sais, je connais les twists, je sais comment... Puis il y avait encore là, il y avait des trucs nouveaux là-dedans qui étaient le fun, puis je me disais, c'est fun, c'est fou comment la peur...
on peut la manipuler de tellement de façons. On n'a pas encore fait le tour. Non, c'est ça. Ouais, puis on est à une époque où on a besoin aussi d'aller dans une salle pour exulter puis exacerber nos peurs quotidiennes face à la politique internationale, face à l'écologie, face à tout. Fait qu'il n'y a rien comme un bon film d'horreur, il n'y a rien comme Substance, là. J'ai adoré, moi. Tu sais que je l'ai écouté après à cause de toi, quand on s'était croisés avec Monsieur Lafleur. Oui. Stéphane, puis là, tu m'avais dit, j'ai aimé ça autant que j'ai détesté ça. Dans la balance, là, au final, j'ai aimé ça. Mais il y a au moins une fois ou 5 minutes où je me disais pendant le film, ça n'a pas de bon sens. Que j'ai ça, puis en même temps, que c'est efficace, puis que c'est bon, puis que ça... Il y a un réel regard là-dedans, il y a une réelle critique, il y a une remise en question, même si c'est encore un gros spectacle. C'est un bon spectacle. Mais Chris de bon show, là, excuse-moi, là, mais c'est malade. Là. Ben, le dernier acte, là, quand on va là, écoute, j'étais assis, ma blonde était là, elle dit, on est-tu vraiment en train de vivre ça? On est-tu vraiment là? Puis j'étais là, oui, puis j'ai dit, je pense que j'aime pas mal ça. Ouais, c'est ça. Ça dérape. Ben, ça fait du bien, là. Puis, tu sais, je trouvais que il y a selon moi, il y a un regard sur le rapport au féminin à Hollywood, sur le végétariat, le rapport au corps, au vieillissement. Ben, c'est tous des sujets qu'on connaît quand même, qui ont déjà été explorés, mais jamais comme ça. Puis en même temps, la réalisatrice, elle se moque un peu d'elle-même par moment. Oui, clairement. Vraiment, là, elle se regarde, puis elle fait, c'est-tu niais. Mais c'est ça, elle se prend pas au sérieux en même temps. Non. Mais d'autres moments, oui. Mais néanmoins, elle affirme vraiment ce qu'elle a affirmé sur puis je sais pas si tu sais, les gens ont beaucoup critiqué ou analysé le film, mais j'ai l'impression qu'en même temps, c'est un film qui réfléchit à la charge de violence contre la vieillesse. La vieillesse, c'est évidemment que subissent les femmes là, publiquement à Hollywood ou dans le grand domaine public ou même dans leur vie privée, là, cette espèce de poids du vieillissement, mais puis de l'image. Mais il y a quelque chose à propos de la vieillesse au sens très large. Quand il y a des moments de violence à l'égard du personnage de Demi Moore qui est rendue très vieille, la cinéaste, ça prend quand même pas mal de temps pour illustrer cette violence-là. Puis il y a des moments où c'était pas nécessaire, mais elle continue. Puis elle creuse. Elle creuse. Fait qu'il y a quelque chose à propos de cette espèce de haine du vieillissement, de peur. Elle creuse beaucoup plus ça que l'autre, son alter ego jeune. Plus jeune, tu sais, on comprend rapidement l'éclaboussure de beauté qui existe là-dedans, mais t'as raison, c'est ça, c'est avec Demi Moore qu'elle va aller c'est bonne Demi Moore là, dans ce film. Je comprends pas pourquoi j'étais un peu en maudit qu'elle gagne pas l'Oscar, mais bon, en fait, c'est une autre question. Là. Là, les Oscars, par contre, c'est sûr. C'est une autre affaire. En effet. Tu finis tes études. Comme j'ai nommé tantôt dans la bio, tu affirmes que ton métier, tu l'as pris dans le vidéoclip. Ouais. C'était les premières gigs. Ouais. Première fois que tu as reçu un chèque pour une réalisation? C'était-tu un clip ou un corpo? Non, c'était un vidéo corpo pour une maison de jeunes de Berthier, je pense. OK. Où on filmait un documentaire Faut gagner sa vie. Sur la maison de jeunes. C'était super. C'était mes premières expériences de documentaire où je filmais puis je réalisais, si on peut appeler ça de la réalisation. En tout cas, j'étais là puis je captais des témoignages. C'était super. Sinon, c'est pas mal mes premières gigs. J'ai été assistant quand même en 99-2000. J'étais vidéo assist sur les plateaux. Okay. Ça m'a permis d'aller voir des vrais plateaux de tournage avec des vraies équipes. C'est bête à dire, je pense qu'il y a bien du monde qui ne savent pas c'est quoi un assistant. Vidéo assist, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'écran de télé ou de l'écran qui va être connecté après la caméra pour que le réalisateur puisse voir ce que la caméra filme. Donc, c'était vraiment un outil de travail central sur un plateau parce que tout le monde se fie aux vidéos assist à l'écran. Pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Puis tu sais, c'est la référence pour tout le monde. Les maquilleurs, la direction artistique, le réal, il regarde les shots avec son DOP. Puis sur certains gros plateaux, quand il y a plusieurs caméras, donc plusieurs écrans, il y a un vidéo assist. Il y a quelqu'un qui gère cet écran-là, qui le déplace, puis qui l'organise pour le réalisateur et qui enregistre les prises sur vidéo pour pouvoir faire ce qu'on appelle des playbacks, où on remonte l'image, mettons, parce qu'il y a quelqu'un qui on a fait une shot, on sait pas, la shot était-tu bonne, le micro était-tu dans la shot, je sais pas quoi encore. Ben on peut
rapidement revisionner. Reviser pour voir si c'est correct. Ça. Fait que c'est une job, vidéo assist, c'est une super job parce que ça me permettait d'être au cœur de la création sur un tournage. C'est la job la moins importante en termes de hiérarchie parce que t'es avec le réalisateur, le directeur photo, puis tous des gros postes, puis toi, ben, t'es le kid qui essaie de bien faire sa job. Évidemment, t'as des bugs techniques. Fait que là, tu t'apprends assez rapidement à prendre la pression, puis t'apprends assez rapidement que les gens veulent pas savoir ton opinion sur le plan qu'on est en train de tourner. Tu es là pour brancher l'écran, t'es pas là pour dire ce que tu ferais. Ouais. Fait que je l'ai appris assez vite. Mais t'as appris aussi les erreurs. Les erreurs. Ouais. Puis j'ai appris, j'ai fait ça 6 mois avec, là, c'était Michel Poulette qui réalisait une série sur Bonanno, la 5 familles siciliennes de New York. Ouais. J'ai fait ça 6 mois, je suis même allé en Sicile. La production m'ont amené Michel, parce que j'assistais aussi Michel pour les storyboards ou le repérage, fait que j'avais comme une double job. Fait que ils m'ont emmené en Sicile avec eux, ça a été des super expériences pour apprendre le cinéma, apprendre le tournage, mais surtout pas apprendre en réalisant, apprendre en étant un témoin de l'équipe puis du réalisateur de ce qui se passe, ouais. Comment parler à un comédien, comment faire la bonne direction photo, l'importance d'avoir un bon directeur photo. Ouais, puis tu sais, ça me permettait de développer aussi tranquillement développer mon propre regard. J'avais tourné des courts-métrages au cégep et à l'université, mais là, je voyais des gens en faire, fait que je me disais ça c'est cool, ou hey, moi je ferais donc pas ça de même, je ferais ça autrement, etc. Fait que ça a été comme une initiation au cinéma, c'était avec ça, puis avec Battlefield Earth, avec John Travolta, j'étais à Vidéo Assist aussi sur le main unit. J'ai fait 1 mois et demi. Je me disais j'ai toffé 1 mois et demi. Ouais, parce que c'était juste l'enfer. C'était fou, hein. C'est comme le pire film au monde, ça a l'air là, c'est comme il est dans les 10 pires là. Il y a pire, Batman 4 pour moi se qualifie avec Schwarzenegger. Ce qui est le fun, c'est que j'ai tout vu ça, donc on peut débattre. On peut débattre. Mais je me souviens de ce fameux tournage qui avait été très médiatisé à l'époque. Là. C'était une catastrophe. C'était délirant. Mais ça devait être le fun. Moi, j'ai adoré cette expérience-là. Je travaillais 15-16 heures par jour. J'étais pogné pour dealer avec tu sais, Forest Whitaker ou John Travolta, fait que c'était pas plate, là. Moi, Forest Whitaker, il avait joué Charlie Parker, je sais. Fait que je capotais, là, de le voir, là, puis il avait fait Ghost Dog, fait que je capotais bien. Ghost Dog avait été fait déjà? Je pense que oui, à moins d'erreurs. Okay. À moins d'erreurs, peut-être que je confonds. Non, mais c'est vraiment dans ces années-là. C'est dans ces années, je pense. Mais clairement Bird, en tout cas, mais... Ouais, Bird avait puis il avait joué dans Platoon, Forest Whitaker, si je me trompe pas. Fait que c'était pour moi, là, juste de le voir sur sa chaise, j'y parlais à peine, là, parce que je sentais que c'était pas le temps d'y parler, mais quand il se reposait, je le regardais, je me disais, mon Dieu, c'est un acteur extraordinaire, ce gars-là. Puis Travolta était super sympathique. C'était un personnage, là, tu sais, c'est Travolta, fait que... il en jette. Puis tu sais, il fallait que je deal avec, parce que lui, il voulait avoir son écran à lui. Il va avoir un écran de plus que celui du réalisateur. Le réalisateur voulait pas y donner un écran. Puis tu sais, c'était tout il veut son écran parce que tu sais, quand les comédiens regardent leurs propres images, des fois, ben ils voient des défauts ou ils sont pas d'accord avec ce que le réalisateur veut. Fait que là, il y a tout ça là, qui se jouait, tu sais. Fait que, mais ça m'a beaucoup inspiré tellement que ça m'a donné envie d'écrire un film sur les tournages. Puis c'est j'ai écrit un long métrage il y a 5 ou 6 ans qui est pas encore financé ni réalisé, mais ça viendra. Et c'est un peu à propos d'une histoire de tournage inspirée de ton expérience sur Battlefield. Fait que donc ça c'est ma première job, c'est mes premières jobs là plus tough là, tu sais. J'avais travaillé à Firestone quand j'étais jeune au secondaire. Allô? Je n'ai toi aussi. J'ai fait les nettoyages l'été. C'est ça. J'ai fait ça. Quand il shut down pour 2 semaines, c'est ça. Exact. Mon père il a travaillé à la Firestone. Okay. Il travaillait là. Et d'habitude, l'été, je faisais des camps de musique. Puis là, à un moment donné, faut que je gagne des sous, tout ça. Puis il dit, Gad, je vais t'inscrire. Il dit, pour te faire apprécier de bien pratiquer ton violon. Puis écoute, j'étais sorti de là. Yoï. Une expérience marquante. Moi, c'est comme ça. Ultra marquante. Ça m'a permis de connaître un peu le monde plus ouvrier. Syndicaliste. Syndicaliste. Puis... le monde, mais fascinant et assez beau, en fait, de la shop. Des breaks avec le café filtre, à écouter du Van Halen dans une vieille radio qui griche, de me faire questionner par 2-3 bonhommes qui faisaient comme, voyons le jeune, toi t'es à l'école, tu vois, reste-y, tu vas me ressembler si tu quittes l'école, tu sais, reste à l'école, puis tu sais, qui me poussait en fait à étudier. Puis écoute, c'était comme moi aussi j'aimais les breaks à la cafétéria. J'aimais bien les breaks. Puis le matin quand t'arrivais au espèce de
de loge garage, je sais pas trop où est-ce que là, le patron déterminait les tâches à qui. Puis il y avait toujours la tâche la plus beurrante. Puis il y en avait un, je me souviens plus de son nom, mais lui, il était toujours... J'y vais on board. Il était déjà beurré en arrivant. Là. C'était comme... nous autres, des fois, on était dans le carbone. Il y avait des dégâts de carbone. Là, c'était effrayant. Là. Je sais. Écoute, je revenais, je me douchais. Je sentais encore le carbone. C'est ça, c'est quelque chose. Ouais, c'est spécial. Puis ça m'a... ma mère était bien découragée quand elle me voyait revenir de mon 12 heures. C'était des chiffres de 12 heures. Ouais. Fait que c'était hot au secondaire l'été. On faisait 3-4 jours de 12 heures. Puis... ça nous faisait de l'argent pour une couple de semaines. Fait que là, je montais à Montréal, puis c'est là que j'allais au Sagan Cup. Okay. Puis après ça, j'allais au Valet de Cœur. Puis après ça, j'allais à l'échange acheter des cassettes usagées. Puis des fois, une chemise là, dans une friperie. C'est à peu près ça c'est une chemise, Valet de Cœur, puis échange. Musique, chemise et Donjons et Dragons. Moi, ça n'a pas trop changé, moi non plus. Avec mes filles, l'échange, on est encore pas mal. Mais en passant, gros respect pour les gens de Firestone qui travaillent là, parce que c'est vraiment pas une job facile. Mon père, j'ai admiré ça. J'ai aussi un oncle qui a travaillé là. C'est très difficile, mais aussi c'est au cœur de la ville. Là. Ben oui. C'est une des plus grosses industries à Joliette. Absolument. Puis ça m'a fasciné. Puis moi, ça m'a inspiré parce que je trouvais que le lieu, peut-être les gens qui travaillent là trouveraient ça drôle, mais moi, je trouvais le lieu très beau, en fait. J'avais l'impression d'être dans un film de Blade Runner ou dans Alien ou dans un film de science-fiction. C'est vrai. Les tuyaux, la lumière. Puis c'est gigantesque. C'est immense. On se promenait en bicycle. Oui. J'avais trouvé le code pour faire des appels à l'intercom. Puis on était une couple de chums. Fait que de temps en temps, je me cachais, j'allais pogner le téléphone. Puis je faisais une poule ou un corbeau. Ça sonnait dans toute la shop. Mais tu sais, les autres, on travaillait de nuit. Puis après ça, j'allais me recacher. Puis on a ri. C'était tellement trippant. Mais oui, la Firestone, ça a marqué. Fait que bref, Firestone, oui, premier job. Puis l'autre job, passer des pamphlets. Je passais des pamphlets pour le Beau Jeans à Joliette. Le Beau Jeans? Ouais, sur Notre-Dame. Ben oui. Ouais. Mais tu passais des pamphlets pour ça? Ouais. Okay. C'est le père d'un de mes amis. OK, qui avait ça. Puis on s'entendait bien. Puis il savait que j'étais honnête. Là. Je pense que souvent, les gens qui passaient des pamphlets, on passait des pamphlets sur les voitures. Ouais. Puis il devait se dire les gens ils jetaient les pamphlets dans les poubelles, fait que ils ne pouvaient pas savoir là, si les pamphlets se rendaient, mais moi ils savaient que s'il y a un pamphlet qui tombait à terre, je le ramassais, puis j'étais comme fait que je passais mes pamphlets. Ouais, un bon garçon. Fait que je passais mes pamphlets. Fait que c'est mes jobs de début pour comprendre un peu c'est quoi le travail. Puis après ça, c'est ça, vidéo assist. Puis là, après, pour finir par arriver à ta question, oui, le vidéoclip. Là, comme j'avais étudié au cégep en musique, j'avais étudié en même temps que Daniel Boucher. Oui. Ah oui, c'est vrai, t'étais dans les mêmes années que Daniel. Ouais. OK. Ouais, ben t'as vu l'ascension de Daniel. Fait que j'étais là parce que j'ai tourné son premier clip Silicone, puis on en a fait 8 ensemble. OK. Ouais. Wow. Fait que j'ai tourné... ça devait être cool. Moi, j'ai comme je suis plus jeune, moi, j'ai admiré Daniel en m'achetant mes tickets pour aller le voir à Salle Renan Brunel. Puis je capotais. Raide. C'est sûr. C'était comme... En plus, il avait étudié dans le coin. Tout le monde tripait. Moi, les profs en musique me disaient « Hey, lui, là, il a un talent de fou. » Puis en plus, il avait l'arrêt absolu. Ouais. Non, c'est vrai, là. Tu sais, une oreille pile poil sur le pitch. C'est quelque chose que peu de gens savent, d'ailleurs, à propos de lui. Ouais, non, mais moi, je suis témoin d'une soirée de party où il y a une guitare sèche. On est en train de tourner le clip de Boulamite. Ouais. Dans le coin de chez la mère à Daniel. À Saint-Gab ou à Saint... Je me rappelle pas, mais dans le coin de la Nodière, en tout cas. Okay. Certainement. Puis on est une gang avec... j'ai amené des chums, j'ai un ami Larocque qui fait la bouffe, Granger qui nous assiste, qui nous aide avec l'éclairage. On est une petite gang, puis on fait 3 jours de tournage dans la maison pour tourner Boulamite. C'est super le fun. Ben oui. Puis le soir, évidemment, on prend un petit verre, puis à un moment donné, on donne une guitare à Daniel, on donne une guitare sèche, puis là, on y cale n'importe quelle tune, de Minnie Vanelli à Cyndi Lauper à Elvis, évidemment, qui adore, il est fait tout. Puis il fait tout dans la même tonalité. Ouais. C'est un genre de... Fait que là, c'est un pitch. Il y a un pitch. Il y a quelque chose, fait qu'on a ri. Fait que je fais Daniel, je fais Les Cowboys Fringants. Ouais. Je fais Yann Perrault, je fais ses 2 premiers. Ouais. Après ça, je fais Ariane Moffat. Puis là, je fais plein de clips. J'en fais une 50aine. Ça a commencé vraiment avec des artistes à nos doigts. Puis parce que les premiers que tu as nommés, Daniel, le premier, c'est ça. Cowboy. Daniel, Cowboy, Perrault. Perrault, c'est ça, c'était mais ici. Ça, c'est la Nodière, mais après ça, là... ça a décollé avec les autres. Ouais, c'est ça. Puis là, j'en fais plein. Je ne fais que du clip pendant... d'après moi, 3-4 ans. Puis en même temps, je commence à faire de la pub aussi un peu. Quand tu fais du clip,
oui, t'as une oreille de musicien, ça aide. Ouais. Ça aide. T'arrivais avec les concepts, les gens arrivaient avec des concepts. C'est mélangé. C'était mélangé, pas mal. Plus ça allait, plus j'exigeais de pouvoir faire ce que j'avais envie. OK. Parce que sinon, pour moi, c'était des petites œuvres d'art, là, des clips. T'sais, pour moi, c'était pas de la promo, c'était une... Puis il existe encore, c'est ça qui est le fun. Oui, c'est ça. Il y a encore des traces de ça. Bon, les résolutions sont moins bonnes. À un moment donné, il va falloir que je les fasse adapter en... Mais je veux dire, dans le sens que ces clips-là, à l'époque, vivaient vraiment juste par la télé. Oui, exactement. Puis l'Internet, YouTube a ramené ces clips-là. Moi, des fois, je vais revoir des clips de tunes que j'aimais. Puis mon Dieu, c'est vrai, c'était ça à l'époque. Puis c'est comme t'as raison, c'est des belles petites œuvres. Ben oui, il y a des trouvailles. Puis tu sais, je pense que pour les cinéastes, c'est des façons d'apprendre à écrire, à filmer, à composer. Puis c'est des créations. Ce qui est le fun, c'est que c'est quand même des créations collectives au sens où moi, j'ai toujours aimé l'idée de partir d'une tune, puis de l'univers d'un artiste, puis là, de faire autre chose. De rentrer dedans, de le sortir de son univers ou de plonger encore plus dans son univers ou d'essayer de l'aider ou à illustrer son univers. Fait que tu sais, c'est plein de choses. T'as-tu un clip que t'es plus fier que les autres? Ben c'est sûr que le poète des temps gris de Boucher qu'on a tourné dans le métro Baudry où il est habillé en jaune, puis il marche, puis à un moment il se réveille, puis il a un visage de vieux avec les cheveux orange. Ça, c'était un clip dont je suis bien fier. Certainement Le vent soufflait mes pellicules avec Boucher, c'est un film d'animation avec un robot qui marche dans la ville, puis il y a une pluie de poutine sur Montréal. Ça, je le connais pas, puis je vais aller l'écouter. Ouais, ça on a eu du fun. Ouais, c'est quelque chose, cette expérience-là. C'était un projet de fou. On a fait un film d'animation en 1 mois et demi, de 3 minutes. Tu sais, de 3 minutes et demie, ça a comme pas vraiment de bon sens. On avait loué avec un ami, Olivier Sirois, on avait loué un genre de loft au-dessus d'une compagnie de location de films dans Saint-Henri. Fait qu'on a rentré 4-5 ordi là-dedans. On était 7-8. Puis on a animé une popette, un robot. Qu'on a intégré en After Effects dans des univers faits en photo. C'était fou raide, ouais. Ouais, c'était une expérience de... Puis on dormait pas, puis C'était fun. Ah, c'était trippant. Et pénible, mais en même temps vraiment trippant. Fait que ça, ce clip-là. Puis certainement un clip pour Xavier Caféine, Le métro de Xavier Caféine, que j'ai fait plus tard. Puis Xavier m'avait dit fais qu'est-ce que tu veux. Je te donne une carte blanche. Fait que j'ai fait un clip tout en photo dans la ville de Montréal. J'ai filmé Xavier. J'ai imprimé 3000 photos qui représentaient le tournage juste de Xavier sur un fond noir. C'est comme si j'avais imprimé la pellicule sur photo 8,5 par 11. C'est la sensation que ça donne. Ouais. Puis j'ai collé une photo à côté de l'autre, un peu partout sur les murs de la ville, que j'ai repris en photo dans le contexte de la ville. Fait que c'est un peu dur à expliquer, mais puis ça donne le métro. Moi, ça m'a pris comme 3 semaines. Je l'ai fait tout seul, le clip, mais j'ai trippé bien raide, puis je suis content de ce clip-là. Là, tu fais du montage? Le montage se faisait en même temps que je le photographiais, parce que là, il y avait de la sync, là, sa bouche bouge, fait que à chaque fois que tout est locké avec la musique. Ça devait être ouais, c'était un délire, le fun. Sinon, un autre trip pour Caféine où on a mis une caméra film avec Jean-François Lard dans une boîte de pick-up. Dans la boîte de pick-up, on a mis un écran 50 pouces dans lequel on diffusait une vidéo de Xavier qui chante. Puis JF, avec la caméra 35, filmait la réflexion de l'écran dans lequel il y avait le visage de Xavier qui chante dans des vitrines de la ville. Fait qu'on est allé sur Saint-Hubert, on est allé devant dans des baraques de pharmaceutiques dans le nord de la ville. Donc juste un jeu de réflexion. Ouais. Puis on filmait la réflexion de l'écran. Shit. Ouais, ça c'était délirant pas mal. Ça c'était cool. C'est comme des trucs, des clips. Tu sais, ce qui était le fun de faire du clip à ce moment-là, c'est qu'il y avait un petit peu de budget quand même. À ce moment-là, il y avait du budget. Ouais. Puis, il y avait vraiment une envie d'essayer quelque chose de nouveau tout le temps. Là. Ben ouais. Fait que... puis on tournait en film. Déjà, ça, c'était le fun. Pas toujours. Des fois, on tournait en vidéo. Aussi. Ouais. Aussi. Non, c'était cool. Une belle époque. Ouais, je m'ennuie de cette époque-là. Puis après ça, ça m'a permis de commencer à faire de la pub. Ouais. Ce qui est une super école aussi. J'ai fait 10 ans de pub. T'as fait 10 ans de ouais, pub? À peu près, ouais. Shit. Ouais, à peu près. Peut-être 9 ans, ouais. C'est ça, c'est évidemment dans ta bio, tu peux pas nommer toutes ces affaires-là. Tu sais, tu dis que tu fais de la pub, mais tu peux pas nommer tous les contrats de 10 ans de pub. Il y en a qui j'ai dû voir, ça. Ouais, j'ai fait beaucoup de Vidéotron à une époque. Ouais, j'en ai fait un paquet.
À un moment donné, je me suis mis à faire de la pub pour le Cirque du Soleil. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec le Cirque du Soleil. C'est ça, le Cirque est arrivé après. En 2010 à peu près, ouais. Mais avant ça, t'as fait ton long métrage. J'ai fait un long métrage j'ai tourné en 2000. Ouais. Puis j'ai fini en 2006. J'ai vu 6 ans, Bobby. J'ai vu Bobby. Film étrange. Ouais. Ah, Film étrange que ton père m'avait fortement conseillé. Alors, je le croisais. Je l'avais croisé sur Saint-Denis. Ouais. Alors, j'étais allé voir Bobby. Au Festival du Nouveau Cinéma. Ouais. En 2006, je pense que c'est sorti. Ouais. Ah oui, écoute, c'est une expérience. Ben, tu sais, je pense que j'avais l'urgence de faire un long métrage. Puis tu l'as fait comme tu l'ai fait. Ouais, c'est avec, ça. Avec les moyens. Ben ouais, avec les moyens. Puis écoute, ça a été toute une expérience marquante, je t'avoue, pour plein de raisons. Oui, quand même. Ouais. Il est encore là, ce film-là. Oui, il existe quelque part. Il est quelque part, oui. Il est sur Éléphant? On peut-tu dire aux gens? Non, il n'est pas sur Éléphant, non. Vraiment, ça va prendre un bootleg. Okay. C'est vraiment le vrai film indépendant, champ gauche, ça prend un bootleg. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Donc, t'avais eu à travers, en plus, les clips, la pub. Tu fais ton premier long. Ouais. De façon complètement indépendante, avec des amis, tout ça. Et là, c'est là que je suis curieux. Ça, c'est la partie... Je me souviens que il y avait le Cirque du Soleil qui est apparu, puis un paquet d'autres affaires, mais je savais pas que c'était par la pub que je te c'est par la pub, en fait. Ouais, c'est vraiment par la pub. C'est-tu par le Cirque du Soleil que toi-même t'as décidé de te lancer dans le cirque un peu? Certainement. Dans le clown? Le clown, clairement, parce que j'ai toujours trippé sur les personnages de clowns, sur Chaplin, Buster Keaton, les personnages de Fellini, beaucoup, sur Sol, beaucoup sur Marc Favreau. Okay. Et là, au cirque, ce qui arrive, c'est qu'au début, je rentre là, je fais de la publicité, fait que là, je me mets à faire des tournages qu'on soit, puis je réalise des pubs pour le cirque, pour des shows de tournée. Fait que là, ça me permet de voyager. Je voyage parce que je vais shooter ces pubs-là, on les fait un peu partout dans le monde, fait que ça, c'est cool. Ça, c'est le fun. Puis ça me permet aussi de faire du cinéma dans une certaine mesure parce que oui, c'est de la pub, mais là, je me mets à filmer du monde qui vole, qui font des acrobaties, des personnages délirants. Fait que c'est vraiment cool. Ça, c'est filmé autrement aussi. Ouais. Puis là, on dirait que je retouche à mon amour du cinéma là, à ce moment-là. Puis, en parallèle, le cirque m'approche. Il y a quelqu'un au cirque qui m'approche pour faire la mise en scène avec eux. Faire de la mise en scène des projets il y a des mini-shows ou des shows spéciaux, mettons des événements spéciaux où je sais pas moi, un client dans le monde comme Facebook demande au cirque de faire un mini-show. Fait que il y a des metteurs en scène qui font ce travail-là. Qui est une je comprends. Fait que je me mets à faire des shows comme ça, genre je vais en faire à peu près une dizaine avec le cirque là, pendant 3-4 ans. Fait que je dirige des acrobates, je dirige des clowns. Puis, à travers ça, à un moment donné, j'ai une opportunité où on cherche un clown à la dernière minute pour un gros party à Los Angeles pour l'ouverture du show du cirque au Kodak Theater. Puis, à la dernière minute, on a besoin d'un clown. Puis, on en a pas pour accueillir les gens dans le party. On parle de 3000 personnes qui rentrent dans le party, là, qui est organisé sur la rue de Hollywood Boulevard. Puis, on n'a pas de clown. Puis, à un moment donné, je propose de peut-être le faire. Puis, ma boss de l'époque, Joanne Filion, que je salue, elle dit, c'est une bonne idée. Tu m'as dit, demander que tu voulais faire du clown, c'est une bonne occasion de le faire. Puis je suis comme, non, mais je blague. Je blague. Puis finalement, pour faire une histoire très courte, finalement, je dis non, finalement, je dis oui, finalement, je trouve un personnage, finalement, je veux pas faire ce personnage-là avec le cirque. Je me disais, mon Dieu, je viens de trouver quelque chose qui est précieux pour moi, j'ai pas envie de le gaspiller, de le sortir là. Je comprends tout à fait. Fait que je le garde, finalement, il y a quelqu'un d'autre, Welby Altidore au cirque, qui dit le lendemain, il dit, hey, ça a l'air que tu vas faire le clown ce soir. Je dis, non, je fais pas le clown. Puis il dit non, mais je pense que tu devrais le faire. T'sais. Tu m'as dit que tu voulais faire ça. Puis là, t'as une occasion. T'es à Hollywood, sur Hollywood Boulevard. Let's go. Essaye. Insane. Puis je dis ouais, mais j'ai trouvé un personnage, mais cette nuit dans ma chambre d'hôtel, en me regardant dans le miroir, j'ai trouvé quelque chose, mais j'ai pas envie de sortir ça là. J'ai vraiment découvert quelque chose. Je comprends, mais tu trouves un autre. Fait que j'ai fait ouais. Fait que j'ai fait ok, j'ai pas le choix. Fait que je suis remonté à ma chambre d'hôtel pendant qu'il y avait les préparations, puis je me suis trouvé un autre personnage. J'ai imaginé que mon personnage avait un frère jumeau, puis que je jouerais le frère jumeau du personnage que je viens de trouver, qui lui avait aucun souci de se promener sur Hollywood Boulevard avec des vedettes, puis fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du clown pendant... j'ai accueilli du monde qui rentrait dans le party, puis bon, j'étais pas sur une scène, mais je jouais un personnage avec une pancarte qui annonçait, qui avertissait les gens de pas s'enfarger sur la borne de trottoir, parce on faisait le party sur la rue, il y avait du tapis rouge, mais il y avait quand même la borne de trottoir. Donc, fait que j'ai fait le clown, puis j'ai adoré, j'ai trippé, là. J'ai trippé à...
je sais pas moi, à faire le clown avec Priscilla Presley, avec James Gandolfini. Oui. Puis moi-même, j'y croyais pas trop, tu sais. Puis je te le raconte. Des petits gags. Des petits gags simples là, que j'improvisais, ou tu sais, je leur donnais ma pancarte, je m'en allais, ou tu sais. T'en avais assez je leur donnais des hugs pendant 3 minutes. Je donnais beaucoup de hugs aux bodyguards. Il y avait beaucoup de bodyguards. C'est mieux eux autres. Fait que je donnais ma pancarte à la personne. Ouais, la personne connue. Puis je serrais dans mes bras le bodyguard pendant très longtemps. Puis je voulais pas le lâcher. Fait que tu sais, fait que j'ai commencé à tester du clown, à tester aussi la capacité, comment dire, les limites aussi des gens. Tu veux pas énerver les gens quand les gens aiment pas tous les clowns. Les gens ont pas tous envie d'interagir avec un personnage. Fait que ça se sent vite. Fait que t'es challenge un peu, mais après ça, quand tu sens qu'ils ont pas envie, ben, tu laisses le monde tranquille. Il y a déjà assez de raisons de s'énerver dans la vie puis d'être dérangé qu'il faut pas que les clowns en rajoutent en plus. Non, c'est ça. Mais c'est là que j'ai découvert aussi le plaisir de jouer. Avec des gens autour qui tout d'un coup rigolent là. Puis il y a des malaises, mais en même temps les gens rigolent, les gens s'ouvrent. Quand tu fais du clown, c'est un privilège de faire du clown parce que quand les gens voient un clown, puis que le clown essaie d'être dans la vérité, dans une espèce de moment de fragilité, ben les gens le deviennent, on dirait par miroir. C'est vraiment fascinant. Les gens se révèlent vite. Ah oui, mais ils réagissent par rapport au clown. Parce que clown muet. Ouais, clown muet, mais même en parlant des fois. Mais surtout muet, ouais. C'est fascinant. Puis les gens ils réagissent en faisant comment, mon Dieu, viens pas me voir. Viens pas me voir. En même temps, ils réalisent que c'est disproportionné leur réaction. Tu sais, c'est juste. C'est pas dangereux. Fait qu'il y a un rire après. En tout cas, c'est assez fascinant. Je trouve qu'il y a un. Pour moi, c'est ça le clown. C'est une espèce de clé pour rentrer en rapport avec les autres, mais de façon hyper rapide et brève. Okay. Mais il y a quelque chose là-dedans qui me fascine. Tu sais, c'est drôle parce que je prends beaucoup. À une époque, je prenais beaucoup de taxis. Okay. Je me disais, mon Dieu, les gens, les chauffeurs de taxi, c'est des gens qui peuvent avoir une discussion d'une grande intimité avec quelqu'un. Oui. Parce qu'ils savent que il y a un début, un milieu puis une fin. Puis ça va se terminer. Moi, il y a des chauffeurs de taxi qui m'ont confié des trucs. Je trouvais ça magnifique. Je veux dire, je sortais de là, j'étais bouleversé. Puis j'ai aussi confié des trucs à des chauffeurs de taxi. Ouais. Parce que je me disais, mon Dieu, ça va finir. Là. De toute façon, on arrête dans 3 minutes. Et on se verra plus. Puis on se verra plus. Dans les faits, on se revoit à un moment donné des chauffeurs de taxi qui, après des années, qui sont presque devenus des amis, tu sais. Mais, fait que le clown, là, je fais un parallèle un peu étiré entre les deux, mais il y a quelque chose dans le clown qui permet d'avoir un contact rapide avec quelqu'un. Ou tu sais que justement, il y a un début, il y a un milieu et une fin. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, c'est pas grave, je suis juste un clown, donc... ouais. Tu mets pas la vie en péril, rien de ça. Puis, mais c'est drôle que c'est le goût du jeu avait déjà été là auparavant, quand tu disais. En fait, moi, je rêvais d'être comédien depuis que je suis super jeune. J'avais juste vraiment peur de le faire, puis je me disais, mon Dieu. Puis maintenant, on peut te qualifié de comédien. Ouais, quand on a un show solo à la Théâtre de Chapelle, j'ai envie de dire que le titre de comédien est présent. Sûrement le gars qui est sur la scène doit être acteur un peu, là. Ouais. Et tantôt, tu parlais du clown, justement, l'aspect... il y a cette idée de réponse, vite de connexion qui se fait, qui est un type de jeu, évidemment. Ouais. Parce qu'après, c'est une autre affaire de jouer dramatique au TNM. C'est un autre, acteur. Mais oui. Toi, tu veux développer... on peut sauter dans ton show, en fait. Je pense que ça va être la meilleure façon d'aller là. Parce que là, t'as un show que tu avais déjà fait, que tu reprends, en fait. Troisième année. Troisième fois. Première fois, c'était en 2022, c'est ça. L'année dernière, tu l'as fait. Ouais, en 23. Puis là, tu le reprends maintenant. On peut-tu aller avec la genèse un peu du projet? Sure, ben oui. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire la mise en scène d'un show de clown, avec des clowns qui mélangent tragédie et clown. Puis assez rapidement, je me suis dit, moi, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse, à la psychiatrie, à la psychologie. Je lis depuis une vingtaine d'années. Là, j'ai surtout lu de la théorie psychanalytique. J'ai lu des essais sur la psycho. Ça m'intéresse. Ça m'a toujours fasciné. Tu as fait thérapie? Oui, j'ai fait 8 ans de thérapie. 2 thérapies différentes, 2 fois 4 ans. Psychanalyse? Non. Jamais touché à ça? Non. Puis je pense que je vais finir par... peut-être y aller un moment donné. J'ai eu un psy qui était vraiment plus intéressé par la psychanalyse, qui était, mettons, psychodynamique, donc avec une tendance forte vers la psychanalyse. Mais non, j'ai pas fait de psychanalyse. Okay. Ça a l'air rêvé un peu. J'ai 2-3 amis qui l'ont fait. Ouais. C'est une fois que tu trempes dedans, faut que tu buckle up. Parce que c'est ça y va. Là, puis... Mais je trouve que ça a l'air d'une aventure fascinante.
je sais pas trop, j'ai pas comment dire, j'ai pas de pensée claire là-dessus. Des fois, je me dis, j'aimerais ça. Puis là, j'ai quand même fait ça 2 fois 4 ans. 4 ans, c'est quand même des gros stretch. 4 ans avec une pause. Une psychologue, puis 4 ans avec un psychologue. Ouais. Je trouve ça intéressant d'avoir des psys, une femme, puis après ça un homme. Ça change. Différent. Ouais, ça change complètement le rapport. J'ai fait la même affaire, moi aussi. J'ai commencé avec un homme, puis ça avait en français, puis c'était moyen. Puis après, moi, c'était avec une femme anglophone. OK. Et ça allait mieux. On dirait que c'était comme le fait de parler en anglais, puis parler de moi à l'anglais. J'avais plus de recul. Distance, parce que j'étais capable de mieux formuler mes problèmes. Ouais. Puis aussi avec une femme, on dirait que l'écoute était meilleure. J'avais une meilleure réponse, on dirait. Je suis pas surpris. Ça reste le cadre d'une thérapie, j'ai l'impression qu'il y a un cadre théâtral. On joue à un jeu, on sait, et le patient ou le client, il appelle ça un client, j'aime mieux un patient. Ou aussi. Puis le psy, les deux, il y a un cadre, il y a des règles. Et on rentre dans ce cadre-là, dans ces règles-là, puis là, on voit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se déploie. Mm-hmm. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui est fictionnel au sens que dans la vie, on va pas chez quelqu'un payer 100$ ou je sais pas combien, s'asseoir une heure, puis après une heure, on sort. Il y a un cadre là-dedans, il y a quelque chose qui est il y a une convention. Ben oui. Mais non, ça joue. Puis je pense que mon psy, je faisais un lapsus, mon show. Ça y est. C'est parti. C'est parti. Le festival du lapsus. Alors en voilà un. Il y en aura d'autres. Je travaille depuis des années donc sur l'idée de Oedipe Roi. Je lis plein de versions d'Oedipe. Puis je suis fasciné par ce personnage et rapidement je découvre que ce que Oedipe Roi raconte de Sophocle, est en lien avec le complexe d'Oedipe, ce que Freud en a fait, mais je trouve que Freud, il tire les cheveux, là, il coupe les cheveux en 4, puis il tire la sauce. En tout cas, il y a plein d'expressions qu'on pourrait utiliser pour... il tire son élastique pas mal, il tire l'élastique de Oedipe pas mal pour nous dire que finalement, on veut tous tuer notre père et marier notre mère. C'est évident, puis je le vois chez des enfants de mes amis. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai plein d'amis qui ont des enfants, puis à un moment donné, ils me disent Oedipe quand même, hein, petite fille ou petit gars réagit aux parents opposés, puis bon, machin. OK, fair enough. Mais maintenant qu'on a dit ça, quand je lis la première fois Oedipe Roi, je me dis, attends un peu, man, c'est pas ça, là. C'est pas ça le sujet, le core de Oedipe Roi. C'est la notion de liberté, c'est toute l'idée de savoir est-ce qu'on est libre ou pas. Est-ce que quand on pense qu'on est libre puis on prend une décision puis on pense qu'on connaît qui on est, est-ce qu'on se trompe ou pas? Est-ce qu'on connaît vraiment qui on est? Est-ce que je prends vraiment des décisions qui sont en lien avec qui je suis ou je prends des décisions en fonction de ce qui m'est imposé? Donc, je suis pas de temps libre. De ce que j'ai reçu, donc je suis comme... c'est imposé à moi. Exact. Donc, je prends des décisions... sans réellement savoir qui je suis, hein, ce qui est pas mal de monde, en fait. Peut-être. En tout cas, tu sais, c'est bien que je pense que ces thèmes-là, c'est bien que ça reste des questions, parce que rapidement, aussitôt qu'on essaie d'affirmer les choses, on glisse puis on se trompe. Mais, absolument. Ouais, c'est vrai. Mais la question, en tout cas, qui Oedipe, moi, m'a été posée là, quand je l'ai lu, je me suis dit, wow, je connais le complexe d'Oedipe, mais là, ce personnage-là, dans la tragédie, je comprends pourquoi Freud l'a utilisé, mais... Oui. Mais il fait dire quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus complexe, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Puis, fait que je suis parti là-dedans, puis j'ai commencé à travailler avec des comédiens puis des clowns il y a une dizaine d'années pour faire un show dans lequel je devais pas jouer. Puis, à un moment donné, avec le temps, on a fait des workshops avec Valérie Deschenaux, entre autres, qui était là, avec Roch Jutras, puis avec qui est un clown, puis avec Feu Denis Gravreau, qui est un nasty de bon acteur, qui malheureusement est parti il y a une couple d'années, qui avait accepté généreusement de venir faire un atelier avec un gars qu'il connaît pas, c'est-à-dire moi, qui l'appelle un soir, puis qui dit, écoute, je connais... il y a un de tes amis qui m'a donné ton numéro que je connais. Je t'ai vu dans l'enclos de l'éléphant à l'espace libre. J'ai adoré ce que t'as fait. Ah ben merci François, c'est chic de ta part. Oui, voilà, bon, oui, et alors? Je dis, j'aimerais ça tester le clown et l'acting en même temps, le jeu. Ah oui, bon, mais je suis pas clown, hein. Mais je dis, mais tu pourrais peut-être jouer avec un clown, puis éventuellement, toi, tu fais du clown, puis lui, il joue. Genre, on échange. On échange, ouais. Ah, ça, c'est marrant. Ouais, bon, d'accord. J'ai dit, j'ai une bourse. Il dit, je m'en fous.
je m'en fous de l'argent, ça m'intéresse. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux faire quoi? Eudipro, ça c'est drôle. Clown, Eudipro, d'accord. Fait qu'on se pointe, on se pointe à une couple de jours après, on se pointe aux écuries, puis on loue un local, puis là on se met à improviser. J'ai fait improviser les deux, puis c'est un moment de grâce où tout d'un coup, Rock Jutra, qui est donc un clown, je lui fais jouer du Sophocle. Mais là, ça accroche, tu sais. Puis les clowns ont cette capacité, ou ils ont cette capacité d'être capable d'être ridicule, mais ça nous tue pas, tu sais. Comme clown, on est entraîné à ne pas mourir du ridicule. Et même à se sentir assez bien, mais pas trop, mais assez bien dans ce ridicule. Et là, Rock, lui, est capable de jouer comme il peut, du Sophocle. Mais Denis Gravreau, là, c'est un Christy d'acteur. Fait que tu vois que les oreilles, ils scillent. Et puis je dis à Denis, mais ça serait bien que tu diriges Rock. Et Denis s'est mis à diriger Rock. Et Mané Rock, il a commencé à faire des répliques. Puis là, il avait l'air de sortir pas juste d'une grande école de théâtre, là, tu sais. Puis il y avait des moments de grâce et tout d'un coup, c'est Denis qui se mettait à faire du clown. Puis là, fait qu'il y a eu cette espèce de réflexion avec eux, grâce à eux. Les années ont passé, après ça, je me disais, finalement, je sais plus trop, puis une année, je me suis dit, faut que j'arrête de me mentir, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être sur la scène. Mais je voulais mourir de peur, là, mais je me dis, c'est moi, en fait, qui ai envie c'est moi qui ai envie d'être là, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire le clown. Mais pas juste de faire le clown, j'ai envie aussi de jouer. Fait que je vais faire les deux. Puis pendant la pandémie, on sait tous qu'on avait pas mal de temps, puis j'ai commencé à écrire, j'ai fait une demande de sub. Puis j'ai des amis qui m'ont aidé à écrire ma demande de sub. Puis j'ai eu de l'argent, fait que là, j'ai pas eu le choix de faire un show. Puis j'ai fait fuck. Yes! C'est écrit solo, c'est écrit moi, fait que obligé. On y va. Fait que j'ai été chanceux, tu sais, j'ai eu de l'argent des Conseils des Arts. Puis j'ai proposé le show au Théâtre La Chapelle. Puis Olivier au Théâtre La Chapelle, il a dit, let's go, j'embarque. Ouais, fait que La Chapelle, c'est formidable. Ouais, c'était carré. C'est un super théâtre. Ce lieu-là, le nombre d'affaires cool qui s'est passé dans ce lieu-là. Puis Olivier fait un travail extraordinaire de programmation, là, on va le dire. Est-ce que tu as fait c'est-tu l'idée de faire une captation peut-être à un moment donné de faire ça? Il y en a déjà 2 de faites. J'en ai fait une à chaque année. Là, j'en ferai pas une cette année. Il y a sûrement un projet de film, parce qu'à un moment donné, le cinéma va me rattraper. Là. Il y a quelque chose où mon clown, lui, je dis mon clown, c'est pas quelqu'un qui est différent de moi, mais mon personnage, ou mes personnages, parce que je fais plusieurs personnages dans le show. C'est sûr que j'ai l'impression que ma passion, mon envie de faire du cinéma va se mélanger à mon plaisir de faire du clown. Mais c'est drôle, hein, tu sais, moi je rêvais de faire du cinéma puis de la science-fiction puis tout ça, puis c'est encore présent chez moi. Mais à un moment donné, le théâtre est apparu parce que ça a toujours été là, mais plus concrètement, c'était plus des amis qui faisaient du théâtre. Moi, j'étais plus en cinéma, mes amis faisaient du théâtre. Mais puis j'ai eu la chance, j'ai travaillé beaucoup avec Beaupré, justement, avec Marc, sur les shows qu'il mettait en scène. Puis il me demandait, il disait, tu préfères l'éclairage, puis la scéno, ça serait fun qu'on travaille ensemble. Caligula Remix, ouais, j'ai fait le scéno éclairage costume là-dessus. C'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle que tu avais participé à ça. Puis après ça, j'ai retravaillé sur l'Iliade comme scéno. Fait que tu sais, je ne suis pas un éclairagiste ni un scénographe, mais j'en ai fait et j'ai adoré faire ça. Ouais. Mais t'aimes te tenir avec des comédiens? Oui, j'adore ça. Oui, ça m'arrive. C'est du monde inspirant. Oui, puis c'est sûr. On s'ennuie pas, puis on parle de la vie. Jamais. La vie est toujours le comique et le tragique est toujours au cœur de la table de discussion. Fait que puis faut croire que j'en fais partie, tu sais, ça fait partie de moi, fait que fait que le show, comme j'ai commencé à l'écrire, puis c'est sûr que j'ai freaké à chaque semaine parce que je me disais, mon Dieu, je vais faire un solo. Puis je l'ai écrit, je l'ai improvisé, puis encore ce matin, j'étais en salle de répétition, puis je travaille à des personnages, je suis en train de le changer, je le peaufine. Qui t'observe, qui t'aide ton extérieur? Il y a Noémie Tremblay qui est ma dramaturge sur la 2e version, qui est une amie mime que j'ai rencontrée parce que je fais du mime depuis 3 ans avec Jean Asselin. Voyons, ça je sais pas. OK. Ouais, ah oui, puis on a une petite gang, on s'est rencontrés il y a 3 ans, on a fait un intensif l'été, puis la petite gang est restée assez soudée, serrée. Puis tu vois, Noémie, je l'ai rencontrée, elle étudiait en théâtre. Puis ça a cliqué, puis j'ai dit hey, let's go, elle voulait faire de la dramaturgie, j'ai dit viens faire la dramaturgie sur ma 2e version de show. Puis c'est débile là, on s'entend super bien, fait que elle me fait répéter, fait que c'est drôle.
Fait que souvent, ce matin, on est en répétition, puis là, ben, c'est ça. J'essaie de travailler des nouveaux personnages, pas des nouveaux personnages, mais j'essaie de trouver des nouvelles façons de travailler mes personnages, puis de peaufiner mon texte. Avant que j'oublie, on peut-tu annoncer les dates et c'est-tu par cœur? C'est du 9 au 12 avril. 9 au 12 avril, au Théâtre de la Chapelle. Petit théâtre, alors dépêchez-vous pour acheter des billets, ça doit partir quand même assez vite. Ouais, ben là, j'ai appris aujourd'hui qu'il y aurait comme la moitié des billets de vendus déjà après 2 semaines. En plus, les gens ils achètent toujours à la dernière minute. Ouais, en plus. c'est bon. C'est très bon. Très bon. Ouais. Et donc, est-ce que c'est la clôture de ce show-là? Ah, bonne question. J'ai l'impression, j'aime penser que ce show-là, je vais le faire tout le temps un peu. Tout le temps un peu, ouais. Leur manier, leur toucher. Puis leur travailler. Là, j'ai un autre projet, le prochain projet, c'est sur Narcisse. Oh. Fait que ce sera en attendant Narcisse ou Narcisse tout court. Parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Oui, absolument. Malheureusement, il n'est pas déjà écrit, sinon je le jouerais tout de suite. Puis je me suis questionné beaucoup sur la figure de Narcisse, sur... on en entend, on dirait que c'est un buzzword depuis quelques années. Les narcissiques sont parmi nous, il y a des narcissiques partout, machin. En effet, il y en a. Puis, j'ai eu d'abord envie de questionner mes propres parts de narcissisme. C'est qui Narcisse par rapport à moi? Quel lieu Narcisse habite en moi? Ou quel espace? Est-ce que c'est qui Narcisse en fait? Est-ce qu'on pense qu'on sait c'est qui, mais dans le mythe de Ovide, est-ce que c'est exactement celui qu'on dit qu'il est? Est-ce que c'est quelqu'un qui est absolument omnibulé par lui-même, ou c'est quelqu'un qui au contraire connaît pas qui il est, donc il a besoin de sublimer? C'est qui Narcisse en fait? C'est quoi de la... Puis fait que j'ai rassemblé j'ai fait appel à un psychiatre, à une spécialiste de mythologie et à un spécialiste d'intelligence artificielle pour commencer à réfléchir à Narcisse et à ce qu'il est, en fait, à toutes les définitions du mot narcisse. Puis, sur quelle mesure l'intelligence artificielle devient... Ben, c'est en lien avec le personnage d'Echo. Parce que Echo, qui est la nymphe qui est amoureuse de Narcisse, ne peut que répéter les derniers mots d'une phrase que quelqu'un a dit. Donc, elle vit dans l'écho des autres. Mais ça, c'est bon, ça. Comme Narcisse vit dans le regard ou dans l'écho visuel qu'il reçoit de lui-même, là, quand il se regarde dans une glace ou dans le regard de l'autre. Fait que, puis je trouve que il y a cette piste-là avec l'intelligence artificielle qui nous pitch quand même l'écho de notre propre voix dans une certaine mesure. Puis pour juste simplifier les affaires, je mélange ça avec Frankenstein. Parce que il y a quelque chose de la figure de Narcisse, je pense, dans le docteur Frankenstein, et il y a quelque chose, et bien sûr, là, c'est pas moi qui l'invente, il y a quelque chose dans l'intelligence artificielle qui est très proche de Frankenstein. Aussi, fait que c'est mon prochain sujet. Puis je t'avoue que j'ai comme envie de je m'intéresse aux monstres. En général, pour moi, Oedipe, c'est un beau personnage. C'est un personnage qui est monstrueux. Narcisse, ça peut en être un. Frankenstein, clairement que la créature, c'est un monstre, mais peut-être que c'est plus le professeur Frankenstein qui est un monstre, peut-être même plus que sa créature. Mais puis c'est l'époque des monstres, je pense. Pour pas les nommer, les fascistes, les dictateurs qui commencent à reprendre une place. Il y en a qui ont toujours été là, mais là, il y en a de plus en plus. Il y a une montée, là. Je pense que je pense qu'on doit se révolter contre ce regard sur le monde qu'eux nous imposent. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre ou d'essayer de saisir ces figures monstrueuses. Parce que à force de... je pense que c'est bien de les détester parce qu'ils sont détestables, mais j'essaie de voir... qu'est-ce qui me font comprendre de l'être humain, ou qu'est-ce qui cache la construction. C'est quoi la construction? J'essaie de gratter dans ce sens. Je pense que c'est là qu'il y a un terrain de bataille, en fait, d'essayer de comprendre. Puis tu y vas avec ton empathie? Je peux pas dire que je suis empathique quelque chose, mais disons, si on revenait à la définition même d'empathie, j'essaie de me mettre dans leur regard, j'essaie de comprendre comment ils voient le monde, pour après ça essayer de leur répondre le plus durement possible, évidemment, mais mais j'essaie de pas jouer leur jeu, parce que je sens qu'une des grandes victoires de ces gens qui prennent le pouvoir puis qui ont des discours cyniques, anti-étatiques, des discours populaires, finalement, ils
ils gagnent bien leur combat parce que ils nous attirent dans un type de dialogue puis on leur rend bien. Puis ça fait juste nourrir on nourrit leur... ça nourrit des rages aussi. Là, tu sais. Fait que, puis au bout du compte, en même temps, il faut faire quelque chose. Je pense qu'on peut pas rester silencieux, mais il y a quelque chose de... En tout cas, je me questionne. Ouais, mais je pense qu'en ce moment, tout le monde se questionne. Plutôt, on est sur une espèce d'insécurité. Il faut juste faire attention un peu pour pas que ça devienne un poison à temps plein. Oui, puis c'est très contagieux, cette ultra contagieux. Cette hargne, cette peur, cette agressivité. Hostilité, moi, c'est mon mot en ce moment. Je trouve qu'on vit dans un climat hostile. Puis, fait que, je sais pas, moi, pour moi, les petits moments sur la rue avec des gens que je connais pas, où on se tient une porte en rentrant dans un commerce, où on est dans l'autobus, puis quelqu'un se lève pour laisser sa place, ou quelqu'un échappe quelque chose à terre, quelqu'un y tend, ou quelqu'un... Ces petits moments, là, je découvre que j'ai toujours été sensible à ça, mais ça me rassure, tu sais, il y a des... Que ça existe, puis il y a ces petits momits qui rappellent la réelle humanité. Elle est là, l'humanité, elle est pas dans les... Ouais, dans le geste. Dans des petits gestes, surtout avec des gens avec lesquels qu'on connaît pas, qu'on n'a pas nécessairement d'interaction claire, mais ça me touche. Mais bref, on divague. Ouais, non, ben c'est fait pour ça. Hein. Donc, tu as un nouveau projet qui est pas tout à fait entamé. Tu es dans les recherches encore de tout ça. Ça va suivre. Parallèlement, quand même, il n'y a pas si longtemps, à l'Orchestre Métropolitain, je t'ai vu, t'étais là avec des Kodak, on va te filmer. Pour faire tu fais encore plein de trucs très variés, donc. Oui, là, je faisais de la caméra. Mais là, mettons, en ce moment, t'écris encore. Là, tu vas jouer. Là, je présume, en ce moment, le focus est joué. Oui, ben, le focus est là-dessus, mais comme c'est une reprise, tu sais, je fais 1 à 2 répétitions par semaine. Sinon, là, je travaille avec Moment Factory, je fais de la conception. OK. Pour une expérience immersive. Fait que là, j'écris, je conçois, j'imagine. T'es full là-dedans, en plus. C'est ça, je regardais dans les trucs VR et tout ça. Je fais beaucoup de réalité virtuelle, T'en fais. Ça veut dire qu'il faut que t'en consommes un peu pour être pas pire, pour bien contrôler. J'en reteste. T'en retestes? Ouais. Je trouve ça tellement... je le teste un peu, des fois, écoute, man, je sais pas, je présume que ton cerveau est différent du mien, que t'es capable de t'adapter bien à cet univers-là. Moi, ça me donne un tournis. Ouais, ben ça dépend. Si les expériences sont bien faites, en général, ça va. Là, souvent, il y a quand même il y a un degré de confort qui doit être atteint techniquement pour que ça soit le fun de faire les expériences. Absolument. Mais t'es-tu gamer? J'ai été longtemps très gamer. Parce qu'en travaillant pour justement Far Cry. Far Cry, j'ai fait du Ubisoft, là, j'ai trippé, ça a été le fun, cette expérience-là, vraiment. Je m'occupais des hallucinations. Oh man. Ouais, ça c'était le fun. Donc dans cette époque-là, t'as dû jouer pas mal. Là, j'ai joué, mais en même temps, pas tant parce qu'à job, je devais jouer. Fait que quand j'arrivais chez nous le soir, j'étais un petit peu tanné de me promener avec mon arbalète ou mon arc. Là, mais non, tu dis j'ai déjà joué parce que là, tu joues plus? Non, j'ai plus le goût. On dirait que j'achète des jeux, je joue pas... tu vois, j'ai acheté Red Dead Redemption 2. Classique, chef-d'œuvre, magnifique. J'ai joué peut-être 4 heures. Puis... On dirait que j'ai décroché, j'écoute de moins en moins de séries télé. On dirait que je suis tanné d'être devant un écran. Ah ouais, je comprends. Fait que je vais voir beaucoup de shows de théâtre, je vais voir de la danse. C'est intéressant que tu dis ça. Peut-être c'est-tu vieillir parce que moi, je suis là-dedans en ce moment. Je suis avec ma blonde, j'ai dit, hey, je suis comme tanné de la télé. Je suis comme tanné d'écouter une série qui est trop longue. Puis j'ai recommencé, j'ai toujours aimé les films, mais là, je suis bien plus film qu'avant. Puis je suis chaud. Je vais aller voir des shows. Des shows, ouais. Pour moi, c'est là que ça se passe. J'ai comme envie de voir du monde, puis de voir un stage, puis étrangement. Je vais au cinéma, ceci dit, ça, j'ai pas arrêté. Ouais. J'irai toujours au cinéma, mais on dirait que... Puis là, j'ai des manies, je regarde YouTube à fond. Je regarde beaucoup trop de reportages, d'entrevues sur la politique un peu partout dans le monde. Je regarde un podcast que j'adore qui s'appelle Au Parloir, qui est un podcast d'un gars qui s'appelle Cédric Bergeron, qui interviewe des gens qui sont sortis du système carcéral, qui ont vécu des trucs assez hallucinantes, des vies en tout cas, puis j'en ai regardé beaucoup. Qui essaient de justement se reprendre en main. Puis qui reviennent sur leur expérience, qui racontent leur vie. Je trouve ça... peut-être tough, ça, quand même. C'est quelque chose. C'est tout un podcast. Ben oui. Sinon, je joue plus. Le dernier jeu que j'ai joué puis que j'ai adoré, qui pour moi est proche de l'œuvre d'art, c'est Witness.
connais pas. Ça, c'est un genre de puzzle. Mais moi, je joue pas. Donc, mais toi qui es musicien, peut-être que t'aimerais... je peux pas jouer, j'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit? Non. C'est interdit? Non, je suis un gars obsessif dans la vie. Oui, je vois. Et écoute, ma blonde, elle dit même ouvertement, elle dit, la raison numéro 1 pourquoi elle sort avec moi, c'est parce que je joue pas à des jeux vidéo. Ah oui? Elle dit, si tu joues à ça, elle dit, c'est fini. On a des problèmes. Ah oui, OK. Donc, j'ai fait, OK, j'arrête de t'en parler. Mais c'est le fun. Ouais. Non, mais c'est un jeu, ça. Non, je vais arrêter. Mais c'est un jeu sur... écoute, c'est un jeu où tu joues, il faut que tu découvres ce que tu as à faire dans le jeu en jouant. OK. Fait que c'est un jeu sur l'intelligence, sur l'imaginaire. Okay. C'est vraiment... c'est trippant. Mais tantôt, tu parlais de ton goût de la science-fiction, tu sais, qui est encore... Tu sais, là. T'aimes ça, tu voudrais... écrire, réaliser... Parce que d'ailleurs, écriture, je suis encore surpris que t'as pas publié comme une tonne de livres. T'es pas... ouais, j'écris plein d'affaires, mais on dirait que je... Tu veux pas? C'est un... Tu me donnes l'impression de quelqu'un quand même qui est un peu anxieux. Peut-être. Ça veut dire quoi être anxieux? Anxieux, je sais pas, mais tu sais, qui se met en doute, qui est comme, je sais pas, tantôt tu parlais de ton expérience de clown, puis tout ça. Puis je me suis dit, c'est un mot qui... Mais c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Dans ce contexte, non, pour toi, adressé à toi? Non, je t'en Tu l'es? Oui, je suis. Okay, oui. Non, mais je sais pas, on se connaît pas tant, donc je me suis dit peut-être qu'il... Je te trouve pas mal bon de... Non, mais je veux dire, oui, certainement que je vis avec l'anxiété, ou en tout cas, une espèce de forme de mais t'as l'air d'un gars extrêmement calme. Pour moi, ma perception, je te vois, il y a le look aussi, là, faut dire, t'as une jolie barbe, t'as l'air très sage, t'as l'air grounded de savoir si ça marche, comment les affaires. Mais, en plus je te parle, je fais, il y a l'expression l'air et la chanson, là. J'ai l'air, mais j'ai peut-être pas la chanson, t'as-tu l'air, non, en dedans, il y a ce qui se passe à l'extérieur, puis il y a ce qui se passe dans le monde intérieur. Non, oui, j'ai des phases d'anxiété, mais comme plein de monde, je pense que Ben oui, je deal avec une espèce de forme de... Parce qu'écrire, pour moi, rien qu'imaginer d'écrire un livre, déjà j'ai un vertige, j'en serais incapable, mais je me suis dit peut-être que toi c'était parce que étant donné que t'écris déjà beaucoup pour tes projets, peut-être qu'il y a quelque chose. Écoute, j'ai plein de pièces, de scénarios puis de romans en chantier là qui se mélangent dans plein de folders sur des clés USB. Oui, il y en a plein. OK, ça existe. Mais après ça, je sais pas, je pense qu'il y a un truc, je sais pas trop, j'ai pas de réponse là-dessus. J'ai un genre de pudeur, je sais pas c'est quoi, de la gêne, tout quelque chose comme mélange ça. De tout ça, ouais. La gêne. C'est pas tant l'angoisse n'est pas d'écrire, ce serait plutôt de dire voilà, je termine ça, je le finis et je le publie. Là, peut-être que ça serait plus tough. Le problème est là. Pourtant, t'as pas de problème à finir des trucs de cinéma. Non, c'est vrai. Ouais, en effet. Mais ton show de clown, il continue à évoluer lui aussi, il est pas tout totalement fini. C'est ça, intéressant, quelque chose il y a quelque chose qui se passe. Science-fiction, ça serait de réaliser donc. Ah ben oui, bien sûr. Oui. Écrire, probablement co-écrire et réaliser. OK. Ouais, clairement, mais réaliser. Ouais. Tu t'amuses souvent à aller à mettre ta tête dans des histoires comme ça? De science-fiction, d'univers? Oui, complètement. Ben, je passe pas mon quotidien, mais je te dirais qu'il y a quand même une couple de minutes à chaque journée où je fly. Il y a 2 ans, j'ai découvert Borges. Ouais. J'ai capoté bien raide grâce à un de mes vieux chums, Luc, qui m'a fait découvrir Borges. Puis là, je suis parti dans ces espèces de concepts de nœuds borroméens ou de loop ou de mise en abîme. Ben oui. Mais vraiment dans un ordre de monde parallèle. J'ai revu Interstellar, que j'avais pas aimé la première fois, que j'ai beaucoup aimé la dernière fois, à la deuxième écoute. Ah ouais. Tu le fais ça donc? T'es capable de faire un film que j'ai pas aimé la premie fois, puis je vais me le reclaquer, puis tout d'un coup... ça arrive, Parce que tu dis, j'ai peut-être manqué quelque chose. Ouais, puis peut-être qu'à l'époque... j'avais peut-être envie de... Je me disais que tous les films que je voyais, c'était des films que j'aurais eu... Mettons, les films que j'aurais eu envie de réaliser, s'ils étaient pas vraiment à mon goût, je les détestais plus, peut-être, parce qu'en fait, j'aurais aimé les faire. Ouais, je comprends. Mais avec le temps, ça, je pense que ça a changé. Je dis, bon, ben, ça, c'est le film que la personne a fait, puis voilà, c'est son film. Après ça, est-ce que j'aime pas, c'est une question, mais tu vois, j'ai trouvé que finalement, c'était... ça m'a fait flyer, ce film-là. Interstellar? Ouais. Ah, c'était cœur. Hein? Ouais, c'est bon. Ouais. Ça, c'est finalement, Mais tu sais, Nolan, moi, souvent, je le dis, tu sais, le film part à la télé, je suis pogné. C'est sûr, il faut que je le finisse. Moi, j'adore Interstellar, l'univers, puis la Muse. Ouais, c'est malade, la musique est malade. Ça, c'est dans les bons derniers soundtracks des 10 dernières années, là. Avec l'orgue, puis Mais non, c'est fou. Ouais.
On a un moment où est-ce que je demande à mon invité de me faire des espèces de suggestions culturelles, des trucs cool que t'aimes, qui te font triper, que ça peut être des trucs dernièrement ou des vieux trucs. Un peu à l'exemple que quand je te croisais au club vidéo. Tu me disais, hey, tu devrais peut-être checker ça. Il y a ça que... Ou comme l'autre fois quand je t'ai croisé, puis à cause de toi, je t'allais écouter The Substance. Que je dis à ma blonde, hey, c'est un film d'horreur, pas que c'est sympathique. Je suis désolé. J'ai vendu de la bonne façon. Je suis absolument désolé. Qui était quand même long, mais bon. Qu'est-ce que... Tant qu'à faire, moi, j'ai ouvert, pour une solution pour toi, film d'horreur... qui est dans mes... Finalement, qui se retrouve dans mon top 5-10 de l'année avec Hugh Grant, Heretic. OK, pas vu. Pitié, on va écouter ça. Ah ouais, je vais aller voir ça. Hugh Grant, homme cruel, horrible, dégueulasse. Okay. Et un film sur la foi. C'est juste un film sur la foi. OK. 2 petites filles qui se promènent de maison en maison pour passer des pamphlets puis convaincre les gens de devenir mormons. OK. Frappe à la porte, il fait « Ah, oui, je suis super content, on va jaser. » Puis là, il jase, puis c'est ça qui se passe. Okay. À un moment donné, ça fait bizarre, mais avant que ça fait bizarre, puis même quand ça fait bizarre, c'est le fun, ça continue. C'est juste sur, tu y crois-tu vraiment à cette affaire-là? Ouais. Puis sur quelle mesure? Puis qu'est-ce qui te fait croire que tu y crois? Puis c'est vraiment foutrement bien écrit. OK. T'aurais du fun, puis lui, il se donne, man, il a du fun à être mesquin puis méchant, là, puis il est parfait. Là. Il est parfait. Checkera ça, Heretic. C'est là, ça vient, je pense, ça fait 3 semaines là, qu'il est sur les plateformes. OK. Qu'est-ce que je te conseillerais bien? Ça peut être des livres musicaux. Mes chums m'ont donné pour ma fête une BD qui est faite sur le livre de Timothy... Snyder, je suis très mauvais avec les noms, là. Fait que peut-être qu'il s'appelle Charles OK, ça peut aller si loin que ça. Là. Oui, ça peut être bien loin là. Mettons c'est Timothy qu'est-ce que je t'ai dit, Snyder? C'est sur le totalitarisme. Okay. C'est les 20 règles. Timothy Snyder. Snyder, ça se peut-tu? En totalitarisme? J'écris BD, mais c'est sur la tyrannie. Sur la tyrannie, c'est ça. C'est sur la tyrannie. C'est On Tyranny, c'est 20 règles pour résister à la tyrannie. Écoute, puis je l'ai eu en BD. Okay. C'est une BDiste de New York qui fait ça. Qui l'a adapté parce qu'en fait, c'est un livre. C'est un livre à la base, à l'origine. C'est... Je sais pas pourquoi je parle de ça là, mais... non, mais t'as aimé ça? T'as aimé ça? Ouais, puis c'est un peu au goût du jour. Au goût du jour, ouais. Ça, c'est bon. Moi, je vais te lancer un album qui est vraiment bon, qui sort ce vendredi, puis je reçois la chanteuse de ce projet, c'est Ariane Roy. Je sais pas si tu connais Ariane Roy. Fait un album. OK. C'est son 2e. Elle chante beaucoup avec Lou Adrienne Cassidy. Le Lou, l'espèce de trio La Rose, le Lou et le Roi. Ben, c'est elle. Okay. C'est écœurant. J'ai encore de la misère à le digérer. Je le digère bien, en fait. Je l'adore, l'album. Je l'ai écouté plein de fois. C'est symphonique orchestral, mini bidule, un peu, puis de l'électro, mais puis de la belle poésie. C'est vraiment, moi, dans mon cœur de musicien, j'aime quand je deviens obsédé d'un album, je me mets à écouter toutes les layers. Tu sais, je veux plus que l'album ait de secret pour moi sur un point de vue sonore, puis après il m'habite, puis ça continue d'être là. Donc je suis dans l'opération en ce moment, puis je capote. Ben raide. Dog. Dog. Ouais. Et ça comme Doug ou D-O-G-U. D-O-G-U. Ouais. OK. Et ça c'est bon, ça sort vendredi. Je l'ai eu en avance, évidemment, pour pouvoir discuter avec elle de ça. Mais tu checkeras ça, c'est bien le fun. Que lire, que voir. Écoute, tu me poses de tout. J'ai revu 3 Days of the Condor avec Robert Redford puis Faye Dunaway. Pourquoi? Film un peu... comme ça? Je l'ai en DVD. OK. J'avais le goût d'écouter un bon film des années 70 américain où justement il y a un complot au niveau de la CIA puis il y a un individu qui essaye de s'en sortir. C'est un très bon film en plus. Oui, écoute, il y a des moments où on sent que les scénaristes en ont fumé du bon. Là. Il y a comme une couple de scènes où il fait comme bon, mais là, ils ont. Tout d'un coup, Robert Redford, alors que c'est un lecteur de livres à la CIA, devient un spécialiste pour hacker des téléphones. Mais ça, mis à part ça, écoute, qu'est-ce que j'ai lu et vu? C'est drôle, hein? C'est la question que je redoute.
Puis quand je vais passer à la porte, là, je vais me rappeler d'à peu près 18 films. Toutes les choses. Ouais. Ces temps-ci, je lis un livre de Brian Greene sur... c'est un vulgarisateur scientifique qui, à l'origine, est-tu astrophysicien, Brian Greene? En tout cas, moi, je le lis comme vulgarisateur de science. Puis c'est une histoire de l'apparition de la vie sur Terre puis de la conscience. Puis c'est vraiment super intéressant, là. Mais vraiment comme je revise mes cours de physique puis c'est vraiment trippant. Ça me change les idées. Ça, étrangement. Toute l'idée de la physique quantique, je trouve ça, en fait, ça me change, mais pas de face, ça me change vraiment les idées parce que c'est tellement décalé par rapport au réel. Oh non, on est loin. Mais en même temps, il y a quelque chose de fascinant. C'est comme de la magie. Il y a quelque chose de... Physique quantique, et magie, je trouve que c'est des bons mots. Il y a un truc, tu sais, ça ramène l'enchantement aussi dans l'univers, un peu, dans notre rapport au réel. Il y a quelque chose de fascinant à dire, il y a du monde là qui réfléchissent aux particules élémentaires. Au fait, les particules élémentaires sont pas là tant que tu les as pas observées. Puis là, quand tu les observes, ça les modifie. Puis il y a quelque chose de quand même... C'est pété, là. Je veux dire, c'est vraiment trippant. Je suis d'accord. Cette époque où tout le monde fait des champignons, là, il me semble que ça a de l'allure. Tu l'as dedans, toi? Non, la drogue? Non, j'aime l'alcool le plus modérément possible, mais non, j'ai jamais été un tripeux de dope, non. C'est l'affaire en ce moment, là. Même l'espèce, quoi, tu sais, l'espèce de drogue hallucinogène. L'ayahuasca. Ouais. Là, c'est rendu qu'il y a un chaman à Rawdon qui en fait. Il doit en avoir une couple de places. Là, ça commence à être un peu partout. Ça fait longtemps, je te dirais qu'il y a un chaman à Rawdon qui en a un peu partout. Mais oui, écoute, t'es pas prêt d'aller là? Non, mais j'ai des amis qui en font, puis ils m'en parlent. Pas plus tard qu'hier, j'ai une amie qui m'en parlait, puis ça a super... c'est super intéressant. Puis j'avoue que j'ai lu, moi. J'ai aimé ça lire sur l'ayahuasca, j'ai aimé ça lire sur la MDMA, lire sur les champignons. Mais... franchir le pas. Franchir le pas. Bon, les champignons, ça va, là, quand même, c'est pas... T'en mourras pas. Non, c'est le fun, là, quand même. C'est pas désagréable, mais j'en prends pas une habitude. Non, j'aime bien le rhum. Le rhum antillais. Ben oui. Et surtout le barbancourt. Ah ouais. Mon rhum haïtien, ça. Avec une glace? Surtout pas de glace. Oh, surtout pas de glace. Ok, on y va. Straight, même un peu chaud. Pas trop froid. Ah, ok, on va là. Ok, goûteux, là. Brian Greene. Du rhum. Je pense à Baldwin, c'est drôle, je pense à James Baldwin que je revisite de temps en temps dans La prochaine fois le feu, qui est un livre qui m'a bouleversé. Que je ne connais pas. Ah ben Baldwin, écrivain américain qui est parti en France dans les années 60. Il était et américain et afro-américain et homosexuel en même temps. OK. Fait qu'aux États-Unis, les années 60, c'était peut-être pas... puis encore aujourd'hui, j'imagine, à certains endroits, c'est pas l'idéal. Fait qu'il est parti en France exercer son métier d'écrivain. Okay. Écoute, c'est un être assez extraordinaire qui m'a fait comprendre plein de choses... de la condition humaine à son sens le plus large. Là. La prochaine fois, le feu, c'est un super essai. La prochaine fois, le feu, ouais. Okay. Un essai. Un essai, ouais. Okay. Puis il a écrit des romans aussi. Okay. Mais moi, je lis presque juste des essais. Ceci dit, étrangement, j'adore lire des essais. Fait que Baldwin, à lire. T'as qu'à parler de science-fiction tantôt, tes top science-fiction que t'aimes bien, qui sont gravés. Orwell, c'est sûr, là. Pour moi, c'est de la science-fiction politique, oui, ou de l'anticipation, mais... Ouais, George Orwell, 1984, ça m'a vraiment bouleversé. Ouais. Plus que Le meilleur des mondes. Qui est très bon aussi, là. Oui. Mais il y a quelque chose où il y a comme... l'humanité, dans 1984, me semble plus présente à travers les personnages, les amoureux. Sinon, clairement, Isaac Asimov, là, Fondation. Les deux premiers. J'étais un fan de Star Wars, puis là, j'ai vu que Lucas... il avait quand même été bien inspiré par Fondation, là, c'est fou. Ben oui. Frankenstein. T'es fan de Star Wars? Est-ce que tu vois aussi films, les affaires franchises, les Mandalorian, pis tout ça? Ouais, c'est drôle. En fait, c'est là, on était avec des amis, puis là, on a revu Rogue One, qui est un bon film. Qui est vraiment, qui est fun. Qui, dans les retours de Star Wars, est un des bons. Ouais. Tout est trippant dans ce film-là. Ouais. Puis la personnage principale est hallucinante, là. Oui. J'ai aimé Mandalorian, mais vraiment, c'est comme un... Comment on dit? Un plaisir... plaisir coupable, là. Écoute, c'est du 20 minutes, là. Ouais, c'est un coup de 20 minutes. C'est comme... moi, ça me donnait honnêtement le petit buzz. Puis c'est parce que t'en as parlé tantôt, ça me rappelait la sensation des livres dont vous êtes les héros. Ouais. C'était un petit peu la même affaire. Ouais, c'est ça. Pour moi. Ouais. J'étais assis puis j'étais excité. Ouais, c'est ça. Puis tu sais,
je vois bien que il y a quelque chose de mon enfance qui remonte quand j'entends 2-3 notes de Star Wars, mais là, c'est un peu... Ils ont un peu saturé mes neurones. Ouais. Mes neurones associés à John Williams sont saturés. Parce que j'ai hésité... On a vu Darth Vader, c'est des sacs de chips, on l'a vu en savon, le fait qu'à un moment donné, c'est édulcoré, là, il y a comme pas de... Mais ça reste que... on veut de l'âme un peu. Là. Ben ouais, puis ce que j'aimais de Star Wars plus jeune, je pense, c'est qu'il y avait une espèce de vision très romantique de l'univers, assez manichéenne aussi par ailleurs, mais il y avait comme une balance dans tout ça. Mais là, c'est sûr que j'ai décroché, tu sais, je pense que j'aime mieux... T'es pas Star Trek? J'ai jamais été un Trekkies, non. Jamais? Non. Jamais trempé les pieds là-dedans? À peine. À peine? Mais peut-être que là, j'aimerais ça. Je peux être rendu là. Fun. Ouais. Mais j'ai vu les remakes, là. J'ai aimé les remakes. Les remakes sont super cool. J.J. Abrams, c'était vraiment bon. Mais les vieux sont super bons aussi. Moi, je pourrais replonger là-dedans. Je pense que j'aimerais ça. C'était un été à la Nadière. Joliette, c'était quoi le club vidéo en face du McDonald's? Vidéo J. Vidéo J, bravo. Ouais. Si vous avez une question sur Joliette, appelez-moi. Vidéo J. Les clubs vidéo à Joliette. Le Vidéo J, ça, j'étais allé, c'était un été que je me suis clenché tous les films de Star Trek, les vieux films. Ouais. Puis c'était le fun. Je me suis lancé dans les séries. Je sais que le monde m'en a parlé. Ouais. Star Trek Enterprise. Non, Star Trek. Non, là, c'est trop pour moi. Moi, j'ai jamais été trop un Trekkies, ni un triple de Dune, mais j'ai adoré le deuxième Dune. Moi, tu vois, c'est drôle, je l'ai pas aimé. Moi, j'ai vu le premier. Ah oui, ok. J'ai vu le premier, j'ai fait cool, ok. Ouais. C'était puis là, le deuxième, j'ai fait non, finalement, je pense que j'aimais mieux quand c'était lent, puis que c'était comme pas clair. Puis là, je trouvais que le récit était comme. Ben, il y avait pas de choix non plus. Il faut que tu tordes un peu le jeu de ça. Ben, c'était quand même appréciable, là, tu sais. J'ai trippé, là. J'étais assis au milieu du cinéma, c'est ça, une gang, puis. Visuellement, ça a comme pas de maudit bon sens. C'était vraiment, je trouvais c'était un ballet, un opéra visuel magnifique. Puis j'ai vu le 1 le lendemain. Parce que je me suis dit, bon, on va voir le 1 finalement. Fait que j'ai emprunté un disque Blu-ray d'un ami. Puis, mais là, j'étais mal à l'aise, tu sais. Je me disais, c'était un peu poche que je regarde Dune chez nous. Fait que je me suis installé, j'ai truqué le truc. Je me suis installé à 2 pieds. J'ai un écran comme 42 pouces ou 50 pouces. Et je me suis allé à 2 pieds, puis je me suis mis un petit peu plus bas pour un peu avoir l'impression du IMAX. J'ai mangé du chocolat pour me craquer, tu sais, puis je pense que j'ai mangé des chips. Puis j'ai pris un genre de Pepsi probablement. Puis c'était fait cinéma. Puis je me suis fait ça cinéma avec, tu sais, un gros rush de sucre à 2 pieds de l'écran. Puis là, j'ai pogné de quoi quand même. Je me suis interdit d'arrêter je me suis dit, quand je pars le film, je peux pas l'arrêter. J'étais en mode cinéma. OK. Bravo. Puis, et j'ai trippé sur le premier après avoir vu le deuxième. Mais, j'étais vraiment... intéressant. Ouais. Puis en plus, tout le long, tu te dis... Quand tu vois le personnage qui évolue dans le premier, tu fais ça va grandir, ce garçon-là. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant, je trouvais, dans l'ordre de voir les prémices. Qu'est-ce que j'ai vu au cinéma? Avant que j'oublie le monde carcéral tout à l'heure, tu parlais de Sing Sing, l'as-tu vu? Non. Pitié. Ah oui, Sing Sing. C'est écœurant. Le film qui a été comme un peu ignoré, snobé de toute l'académie. Là, il y avait eu une nomination, je pense que c'est une adaptation d'histoire, je sais pas trop. Monde carcéral et théâtre. Ah wow, ok. C'est à Sing Sing ou basé sur une histoire vraie. Là, il y a 2 vrais comédiens. Et le reste, c'est juste des vrais prisonniers. OK. Et ils montent du Shakespeare. OK, wow. OK, oui, j'ai entendu parler. Oui. Ça a l'air que c'est bon. Tu vas être troublé. Ah oui, je vais regarder ça, c'est sûr. Comment c'est filmé, comment c'est joué. Et un des prisonniers, tu peux juste pas l'inventer, ce gars-là. OK. Il est devant l'écran, tu fais comme... wow, OK. Il est beaucoup et c'est parfait. OK. Mais j'ai revu Les prisonniers d'Alcatraz dans le temps des fêtes. Avec Clint Eastwood. C'est super bon, ouais, c'est vraiment bon. Ouais. J'avais visité Alcatraz il y a une couple d'années à San Francisco. Ça m'a troublé. Ah ouais? Ouais, c'est troublant. Pourquoi? T'imagines, il y a 60 ans, 50 ans. Comment ça devait être envoyé sur cette île-là avec juste des hommes partout, t'imagines? Il y a juste des gars. Sur l'île, l'eau dehors, le vent. Officiellement, il y en a-tu qui ont réussi à s'enfuir?
Ben, la thèse, c'est que ces 3 gars-là sont disparus à jamais, puis il y en a un qui aurait été retrouvé mort, mais les 2 autres sont... Il y a une thèse qui dit qu'ils s'en seraient sortis. Ah oui, une thèse. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a entendu parler de son oncle qui serait enfui, là. Mais c'est pas clair dans ma tête, mais oui, c'est ça. Il y a quand même une théorie. Hypothèse, ouais. Une hypothèse, mais c'est bon, c'est un drôle de film. Ouais, j'ai aimé ça. J'étais sur le jury du Festival du Nouveau Cinéma en octobre dans la section Temps Zéro, où mon film avait joué il y a 15 ans. Puis il y a un film, le film qu'on a fait gagner, c'est un film belge qui s'appelle Chienne de vie. C'est un triptyque sur 3 histoires de propriétaires de chiens. Ah, OK. Mais c'est vraiment bon. Chienne de vie, il y avait un film de même qui s'appelait dans les années 90 avec Mel Brooks, réalisé par lui, qui... Tu sais ce film-là? Comédie 1993, je pense. C'était Mel Brooks qui est un multi-riche, puis qui perd tout, puis qui devient itinérant, qui expérimente la pauvreté. Puis ça s'appelait Chienne de vie. Je me rappelle encore de ce film. Donc, mais Chienne de vie, c'est drôle que là, on n'est pas pantoute là. Ouais. Chienne de vie, ah ouais, OK. Puis c'est fun. Oui, j'ai adoré ça. Ben oui, on a eu presque une unanimité de jury. Là, pas encore sorti, ça va sortir. Non, puis probablement que ça sortira. C'est ça qui est ridicule, c'est que ça n'a probablement pas de distributeur, malheureusement, mais c'est un Christy de bon film. Ouais, vraiment. Ouais. J'ai essayé de savoir comment on peut le voir en ligne. Il y a peut-être moyen de le louer quelque part. Mais... Muse, qu'est-ce que tu fais avec la Muse, toi? J'écoute Cypress Hill. Qui s'en viennent, 20 mai. Ah oui, c'est ça, j'oublie. Au Place Belle. Écoute, j'étais supposé d'avoir de l'opéra avec l'OM. Finalement, il y a une représentation de moins. Puis là, avec ma blonde, parce que ma blonde capote sur Cypress Hill. Ah oui, hein? Puis là, on va sûrement aller... Mais elle aime pas les jeux vidéo, mais elle aime Cypress Hill. Regarde. Intéressant. Paradoxe, intéressant. Violoniste, alors que c'est de Montréal. Ah. Regarde. Écoute. Et puis elle aime l'escalade, puis tout ça. Elle déteste les shows d'humour. Elle préfère rire avec le vrai monde. C'est un personnage intéressant. Quand même intéressant. Puis aucun réseau social, tu peux pas la trouver. Donc, il y a quelque chose. Ça, je trouve ça bien attirant. Respectable. Mais, donc, non, c'est ça, Cypress Hill. Ah oui, t'écoutes ça? Cypress Hill, Philippe Glass. Crime. Certainement, Philippe Glass encore hier soir, Einstein on the Beach. Ben oui. Je calcule les 2, 3, 4, 5. C'est malade. C'est bon. C'est très bon. Ouais. C'est très bon. Certainement, Richard Desjardins, de temps en temps, là, quand j'ai le goût de me tordre les boyaux. Cohen. Nina Simons. Ok, t'as des bons classiques. Nina Simons. J'écoute beaucoup j'écoute... Est-ce que je pensais qu'en étant dans le milieu du clip, ouais. T'aurais été comme super à jour sur tout ce qui se passe? Pas tant. Écoute, je suis à jour sur les louanges, parce que j'ai fait la mise en scène, puis je connais sa musique à Vincent maintenant très bien, mais puis je l'adore, mais j'en écoute de temps en temps, mais je suis pas tant à jour sur... j'ai vu le show de Lou Andrea Cassidy. Ah, t'es allé le voir? Ouais, je fais pas. Ouais. C'était-tu le fun? Oui, c'est bien. Oui. Ça avait l'air cool, une espèce de boule. Quoi, c'est Mars? Qui là, la Lune. La Lune, okay. C'était un ami qui faisait l'éclairage, d'ailleurs, qui fait l'éclairage de mon spectacle, de mon solo. Ouais, mais c'est très beau. Vous avez les photos que j'ai vues. C'était cool. Ouais. Puis sinon... que je vais m'en vouloir après ça d'avoir oublié des choses, mais bref, là, ce qui me vient rapidement, c'est Cypress Hill, Philippe Glass, Nina Simone, puis du Coltrane, puis du Miles Davis, mais ça c'est obligatoire. Presque quotidien, ouais. Ah oui, quotidien? Ouais, presque quotidien, ouais. OK, Miles. Kind of Blue, c'est au moins une fois par semaine, ouais. Ah, j'aime ça. Puis ça fait pas comme Star Wars, c'est-à-dire que mes neurones qui aiment... Ouais. Je parle de mes neurones, là, c'est une façon bien triviale de parler de ma tête, ou de parler de qui on est, mais je veux dire, ce qui fait que j'aime Kind of Blue ne s'édulcore pas comme ce qui fait que j'ai aimé Star Wars à une époque. Ouais, je comprends. Est-ce que tu vas voir du jazz un peu des fois? Oui, je vais au Diaison. J'adore le Diaison. Oui, vraiment, j'adore ça. Avant, j'étais bien gros upstairs, mais finalement, force d'admettre que Diaison, pour moi, gagne plus la panne dans le sens que je sais pas si c'est... C'est sûr que c'est moins fancy dans le décorum, puis on dirait que c'est quelque chose que j'apprécie un peu plus, qui fait un peu plus penser à New York, les nouveaux basses. Ben, si t'aimes le jazz, tiens, proposition pour toi sur Saint-Laurent les lundis soirs, à côté de l'ancien... C'est-tu le Blue Dog ou... Ouais. C'est proche de Roy, juste au nord de Roy, côté ouest. Ouais. Il y a un bar avec des espèces de tables encastrées dans le mur. Il y a un rideau rouge dans le fond. Okay. C'est à côté d'un salon de coiffeur qui, des fois, devient un bar aussi. C'est pas les Minots.
Peut-être. OK, mais ça ressemble. Lundi soir, en tout cas, il y a une gang de Concordia ou McGill, Jazz, qui viennent jouer, puis là, ça jam. C'est le fun. C'est malade. Puis le mood est tellement trippant, là, je veux dire, ça me fait penser à l'idée que je me fais des bars de jazz des années 50, 60 dans Saint-Germain-des-Prés ou à New York. Où est-ce que ça se passait, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est cool. Excellent. Hey, mon cher, ça fait déjà 1h35 qu'on My passe. God. Et je crois qu'on va conclure ainsi. Tout le monde, allez vous acheter des billets début avril parce que c'est presque la moitié tout vendu. Et sinon, on peut suivre. T'as-tu un site officiel pour suivre tes projets? J'ai un françoisblouin.ca, mais c'est vraiment comme un démo, en fait. Puis c'est plein d'affaires que j'ai faites, mais c'est vraiment allez donc tout checker les démos. Comme ça, vous allez être à jour sur le personnage. Hey, merci. Merci à toi, c'était fun. Plus. Ouais, merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.